Comme je disais tout à l'heure, cette formation-là est enregistrée et sera disponible sur YouTube ensuite. Donc, vous pourrez me réécouter plus tard en cours que vous allez bâtir vos infolettes. Ce matin, c'est un atelier qui s'adresse un peu plus aux débutants. Donc, si vous n'avez pas d'infolette encore ou que vous commencez, vous explorez les options, cet atelier-là, a été créé spécialement pour vous. Si vous avez déjà une infolette, mais que vous vous posez des questions, d'après moi, vous devrez en ressortir avec des réponses. Si vous avez une infolette et que vous ne savez pas ce que ça veut dire de cette automatisation, vous allez être gagnant aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une infolette que cet atelier-là, vous ne pourrez pas en retirer des bénéfices. Avant de commencer, je veux remercier le Conseil québécois du commerce de détail pour l'invitation encore une fois. J'aime ça, moi, venir jaser. Merci à l'entreprise ou l'organisme Allo de Trois-Rivières et finalement le gouvernement du Québec pour leur participation financière. Voilà. Il y en a quelques-uns, il y a des noms que je connais, qu'on a vus la semaine passée. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires, les questions-réponses, je vais les prendre au vol. Et soit dit en passant, il n'y a jamais des questions niaiseuses, il n'y a que des questions. Je sais faire plein de choses dans la vie, mais je sais aussi faire pas un paquet de choses dans la vie. Donc, chacun son expertise. Moi, c'est le web, mais il y a plein d'autres affaires dans lesquelles je suis pourrie. Donc, posez vos questions, je suis là pour vous ce matin. Avant de commencer, juste pour me présenter, donc moi, je suis une entrepreneure, une développeur web et une consultante numérique. J'ai mon entreprise depuis 2007, mais en fait, depuis les 6 dernières années, je me suis spécialisée avec la plateforme Shopify au niveau de la vente en ligne. Puis bon, on ne parle pas de Shopify ce matin, on parle d'automatisation, on parle d'infolettres, mais c'est quand même relié avec le e-commerce. C'est la suite logique. On a une boutique en ligne, ensuite, ça nous prend de l'automatisation, puis des courriels pour ramener les clients pour qu'ils rachètent de nouveau. Je suis aussi certifiée Shopify Expert par la compagnie depuis 2018 et mon objectif dans la vie, c'est d'aider les entreprises à prendre en main leur présence numérique. Puis comme je disais tout à l'heure, je suis bonne avec plein de choses, mais je suis pourrie avec d'autres, comme avec les plantes. Je suis incapable de les faire pousser, mais je sais quand même cette année de faire pousser des tomates. Hein? J'essaye quand même. Voilà. Donc, ce matin, le plan de 1, on va regarder c'est quoi les avantages de l'automatisation. Si vous suivez des blogs, si vous êtes sur des groupes Facebook, on parle beaucoup d'automatisation, mais c'est un gros mot valise. Fait que ce matin, on va regarder c'est quoi l'automatisation puis comment ça peut aider votre entreprise. Ensuite, on va regarder les plateformes d'infolettes les plus populaires aussi. J'ai vu passer des gens qui avaient Mailchimp, entre autres. Il y a Mailchimp, mais il y a plein d'autres plateformes. Donc, on va regarder 4 en détail pour les comparer. Ça va vous aider. On va regarder aussi les grands concepts des outils de marketing par courriel. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait d'infolette, cette partie-là va vous intéresser. Ensuite, je vais vous aider à trouver des idées d'automatisation de courriel qui donnent des résultats, parce que c'est bien beau de dire je fais des automatisations, mais qu'est-ce que je peux faire comme idée d'automatisation? C'est ce qu'on va regarder. Et finalement, vous assurer que vos communications respectent la loi C-28, la fameuse loi anti-pourriel du gouvernement fédéral. Donc, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider. Il parle de mon volume, je vais approcher mon micro pour peut-être juste me confirmer, s'il vous plaît, que tout est beau. Ici, je vais juste le rajuster. OK, parfait. Donc, je vais rapprocher mon micro si on peut juste me confirmer que tout est correct. Ensuite, si on regarde les avantages de l'automatisation, première des choses, c'est de vous permettre de gagner du temps précieux dans votre horaire chargé. Pour ceux qui ont suivi l'atelier sur les fiches produits la semaine passée, je vous ai rajouté du boulot. Hein? Donc, là, l'idée, l'automatisation, c'est de se dégager du temps. Ensuite, l'objectif, c'est de continuer de vendre pendant que vous dormez, en fait, parce que l'automatisation, c'est des courriels qui vont partir tout seuls selon des cycles et des délais donnés. Donc, une opportunité de vendre alors que vous êtes en train de faire carrément autre chose. Ça permet de soutenir le cycle du consommateur qu'on appelle. Donc, le trafic en général que vous amenez sur votre site amène de la conversion. La conversion a un potentiel de récurrence, donc une personne qui achète plus qu'une fois. Et ça, la récurrence, on va la soutenir, entre autres, avec l'automatisation d'infolettes. En ajoutant une valeur ajoutée, donc en démontrant que notre entreprise, nos produits, nos services sont différents, on a une valeur ajoutée et ça aide à la fidélisation. Donc, l'automatisation soutient un peu tout ce cycle-là. Dès qu'un client, en fait, passe nos portes, si on veut, et a acheté une première fois, bien, on peut l'amener vers la récurrence, montrer notre valeur ajoutée et amener à la fidélisation. Ça permet de récupérer des revenus de paniers abandonnés. Donc, par exemple, des gens qui vont avoir commencé leur panier, mais ils ont abandonné en cours de route. Bien, avec l'automatisation, vous pouvez les récupérer.
les paniers. Si vous utilisez Shopify, c'est une fonctionnalité qui est de base. Par contre, avec l'automatisation, avec d'autres logiciels comme MailerLite, Klaviyo, Mailchimp, etc., on est capable de pousser plus loin, d'envoyer par exemple plusieurs courriels plutôt que juste un. Ça permet d'offrir un service à la clientèle qui est plus personnalisé et plus proactif. C'est drôle de dire ça parce qu'en fait, c'est via l'automatisation, c'est un peu un robot, donc on bâtit des séquences logiques, mais ça permet quand même d'offrir un service qui est beaucoup plus personnalisé. Ça permet d'affirmer notre proposition de valeur, notre expérience client avec du marketing de contenu. Ce qui est cool de l'infolette, c'est que 100% des gens vont la recevoir. Ce n'est pas 100% des gens qui vont l'ouvrir, mais c'est 100% des gens qui vont la recevoir, à tout le moins. Donc, on a plus de chances d'affirmer notre proposition de valeur. Et finalement, ça nous permet de fidéliser vos clients pour assurer de la récurrence et le fameux social proof, la preuve sociale, donc que les gens aiment vos produits qu'ils viennent le prouver, en fait, et le dire à tout le monde. Si on regarde les plateformes, il y en a énormément des plateformes. Peut-être qu'il y a des noms que vous avez entendus qui ne font pas partie des 4 choix que j'ai pris ce matin. J'en ai pris 4, puis j'en vais pas prendre 10. Donc, je me suis limitée à 4, puis je vais vous expliquer pourquoi je vais les détailler. Mailchimp, c'est le plus connu. Le petit chimpanzé, là, ça fait des années qu'il roule. Il a été très, 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 très populaire dans les dernières années. Là, ces temps-ci, c'est plus difficile. On en a rejassé un petit peu, là, mais Mailchimp, c'est vraiment souvent le premier nom, un des noms les plus connus qu'on le voit plus souvent passer. MailerLite, c'est un peu, comme j'ai goût de dire, le nouveau Mailchimp. Donc, c'est une plateforme qui est un petit peu plus récente et qui a connu un boom de popularité dans les 3-4 dernières années, peut-être. Avant ça, on n'entendait pas vraiment parler. Ensuite, on a Klaviyo. Klaviyo, c'est un peu la Cadillac de l'infolette. Mailchimp, c'est une Honda. MailerLite, c'est une Toyota. Klaviyo, c'est une Cadillac, une Tesla. Char de luxe, choisissez votre préféré. Donc, c'est vraiment le roi de l'automatisation. Je vais vous le détailler un petit peu plus loin. Et finalement, je voulais quand même proposer un choix québécois, donc CyberImpact, que vous connaissez peut-être, qui existe dans l'univers de l'infolette. Donc, je vais vous parler de ces 4 plateformes-là plus en détail. Première des choses, on a Mailchimp. Donc, Mailchimp, comme je disais tout à l'heure, c'est une des plus connues. Ce qui a contribué à son succès, en fait, c'était qu'on avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec le forfait gratuit. Là, plus les années avancent, plus il est populaire, plus il y a des gens, plus tout ça est un poids au niveau de la structure de l'entreprise, plus il nous enlève des bonbons. Donc, si vous avez Mailchimp depuis plusieurs années, vous êtes probablement satisfait. Si vous ouvrez un nouveau Mailchimp aujourd'hui, vous allez être déçu parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, en fait, qui ont été retirées. Donc, dans le forfait gratuit, on est capable d'avoir des automatisations, mais seulement une étape. Donc, si je veux avoir, par exemple, une automatisation avec plusieurs, donc 2, 3, 4, 5 étapes, je ne peux pas le faire avec le forfait gratuit. Ceux qui ont un compte depuis plus longtemps, vous êtes sûrement capable de le faire, mais si vous avez un compte dans la dernière année et demie, donc vous avez ouvert un Mailchimp dans la dernière année et demie, vous ne serez pas capable. On a un seul groupe de contacts. Encore une fois, c'est une nouvelle clause. Avant, dans les vieux comptes, on peut avoir plusieurs groupes. On a un maximum de 2000 contacts et on a l'option d'avoir des formulaires et des pop-up d'inscription, donc le petit pop-up qui arrive sur le site web qui m'incite à m'inscrire. Sinon, le forfait suivant est à 9 US par mois, qui me permet d'avoir des automatisations sans limite d'étapes. Bon, je peux en avoir 5, 10, 15, 25 si je veux. Je peux programmer les envois de campagne, ce que je pouvais faire avant dans le forfait gratuit, mais que je ne peux plus faire maintenant si je m'ouvre un compte. Parce que sinon, vous devez physiquement vous lever à 6 heures du matin pour appuyer sur le bouton « Envoyer ». On a 3 groupes de contacts et un maximum de 50 000 contacts avec le forfait à 9 US par mois et on a le fameux retrait du logo si on est dans le bas des infolettres. Mailchimp, c'est un gros avantage vu qu'il est connu depuis longtemps, mais il s'intègre avec tout. Donc, je peux le connecter avec plein de choses, donc WooCommerce, Stripe, Shopify, mais Shopify, ça prend un entre-deux, je vais en reparler dans quelques secondes, les différents réseaux sociaux, etc. On pose la question dans les 4 propositions, est-ce qu'il y en a qui offrent l'équivalent d'un CRM? Moi, je suis toujours embêtée de proposer un logiciel d'infolette parce que tous ces logiciels-là, en fait, sont des logiciels d'infolette comme étant un CRM. Je pourrais pousser la note comme étant un CRM, mais ce n'est pas un CRM. Donc,
si vous avez besoin de ça pour avoir suivre vos clients différemment, faire des suivis de projets, etc., ce ne serait pas vraiment ma recommandation. J'irais vraiment avec un vrai CRM comme il y a Pipedrive, il y a, j'oublie son nom, mon Dieu, HubSpot. Donc, j'irais plus dans ces eaux-là plutôt que de me fier juste à l'infolette aussi, parce qu'on veut faire souvent plus que l'infolette, puis les classements de groupe aussi, entre autres avec MailChimp, c'est problématique. Parce qu'on aime beaucoup MailChimp parce que, bon, il y a un forfait gratuit, c'est cool, je peux tester. C'est un des plus connus, donc c'est facile d'avoir des ressources puis d'avoir accès à des professionnels. L'interface est en anglais, mais je peux envoyer mes infolettes en français et l'aide aussi est en français sur le site web. Fait que ça, c'est pas si mal. C'est juste que si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, par exemple, c'est sûr que vous allez peut-être trouver ça plus difficile d'utiliser l'interface en anglais, puis après ça, l'aide en français, mais ça se fait quand même. On aime moins MailChimp parce que justement, l'interface de l'administration est disponible seulement en anglais. Il s'est chicané avec Shopify aussi il y a 2 ans. Donc, avant, MailChimp et Shopify fonctionnaient c'était super bien, là, c'était parfait, c'était l'amour fou. On avait beaucoup d'informations du côté de Shopify sur les achats, sur MailChimp, pardon, des achats qui avaient été faits chez Shopify. Bon, maintenant, on utilise un third party. Souvent, c'est ShopSync qui est utilisé. Ça fait un job, mais ça s'arrête là. Donc, je ne sais pas pourquoi MailChimp, la base de qu'est-ce qui a fait que la chicane a pogné entre les deux, mais c'est ce qui est arrivé. Donc là, je vous avoue personnellement que si vous utilisez Shopify et que vous avez besoin des données d'un client, de savoir qu'est-ce qu'il a acheté pour faire des automatisations, MailChimp n'est plus vraiment la bonne solution, malheureusement. L'autre défaut de MailChimp aussi, c'est que si un abonné se retrouve dans 3 audiences, bien, il compte pour 3 abonnés dans le forfait. Donc, si par exemple, vous avez 3 groupes, puis qu'un même courriel se retrouve dans 3 groupes, bien, il compte pour 3, ce qui est un peu niaiseux. Donc, si vous avez beaucoup de courriels ou vous êtes toujours limite dans votre forfait, bien, ça implique de toujours devoir faire du ménage, ce qui n'est pas génial. Mélanie qui dit 50 000 contacts pour 9 US par mois. Oui, c'est ça. MailChimp, là, il vise plutôt... tu vas avoir plein de contacts, mais tu vas avoir quand même certaines limitations encore au niveau technique. J'avoue avoir fait le saut quand j'ai revu la nouvelle grille de prix. Je dis, mon Dieu, leur objectif, c'était d'y aller par nombre de contacts. Sauf que si vous utilisez comme Shopify ou certaines plateformes, puis que en tout cas la chicane a pogné, là c'est moins agréable. Il faut dire que quand il s'est chicané entre autres avec Shopify, c'était 300 000 marchands qui mettaient dans la chenoute. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un forfait plus intéressant, parce que dans les 300 000, il y en a beaucoup qui ont migré et qui sont allés ailleurs. Fait que ça n'aide pas. Si on a un CRM, on n'a pas besoin de MailerLite ou MailChimp. Je ne suis pas prête à dire ça. Ça dépend du CRM et de ses fonctionnalités dans votre courriel. Puis à quel point il peut récupérer des données qui viennent du site web, par exemple. À quel point il est connecté. Je ne suis pas prête à dire ça. Puis là, le problème, c'est que je connais un peu les CRM, mais pas assez pour dire tel CRM peut remplacer une infolette. Mais j'aurais tendance à croire que le CRM, c'est pour une utilisation précise et l'infolette est pour un autre type d'utilisation qui est plutôt commercial ou e-commerce, puisqu'on connecte notre boutique à partir de là. Voilà. On continue. Donc, du côté de MailerLite, MailerLite, le forfait gratuit, me permet de faire beaucoup de choses. Les automatisations, sans limite d'étape, d'avoir autant de groupes que je veux et une personne qui est dans 10 groupes compte pour une personne et non pas pour 10. On a un maximum de 1000 contacts. C'est pas beaucoup, mais en même temps, pour commencer, c'est quand même bien aussi. Donc, si vous n'avez pas beaucoup, vous avez 400-500 personnes, vous pouvez très bien commencer avec MailerLite. Puis, si vous réussissez à générer des revenus, ben, par les infolettes, ça ne vous dérangera pas de commencer à tomber sur un forfait payant. Il y a possibilité de programmer dès le forfait gratuit l'envoi des infolettes, donc de prévoir que le lundi matin à 6h30, il y a un courriel qui va partir, et de programmer des formulaires et des pop-up qui vont apparaître automatiquement sur le site web une fois que le site et MailerLite sont connectés ensemble. Ensuite, c'est le forfait suivant, donc selon le nombre de contacts, c'est à partir de 10 US par mois. Et là, je vous montre l'exemple ici, que si j'ai 3000 contacts, ça va m'en coûter 30 US par mois. Ça donne accès à tous les thèmes d'infolettes parce qu'il y a des thèmes préfaits qui sont disponibles avec la version payante de MailerLite.
Ça donne accès à l'éditeur HTML. Donc, pour ceux qui connaissent le code et qui veulent aller jouer dans le code HTML, vous êtes capable de le faire. Ça permet de faire des pop-up promotionnels qui sont différents du pop-up d'inscription à l'infolette. C'est l'inscription à l'infolette, je n'ai pas le choix de mettre mon courriel. Tandis que le pop-up promotionnel, ben, je peux mettre ce que je veux et ça enlève le logo de MailerLite au bas des infolettes. Ça s'intègre avec 120 intégrations. C'est moins que MailChimp. Par contre, je peux me connecter avec WooCommerce, Shopify, Stripe, Facebook, etc. Donc, je peux connecter avec plein de choses. HubSpot, qui est un CRM. Donc, j'ai accès à plein d'intégrations disponibles. Pourquoi on aime MailerLite? Ben, c'est parce qu'il possède un forfait gratuit et il possède des intégrations e-commerce. Donc, je peux connecter ma boutique et aller tirer une partie des informations pour après ça faire de l'automatisation. On a beaucoup d'options à petit prix ou en fait à rien du tout, donc à gratuit, fait que ça, c'est cool. Il y a possibilité de faire des sondages intégrés à même l'infolette, donc mets un pouce en l'air ou mets un pouce en bas, coche oui, coche non. Donc, ça peut être intéressant pour filtrer des gens qui ont un intérêt particulier, ça, c'est cool. On est capable d'avoir des blocs dynamiques, donc des blocs qui vont aller tirer de l'information, par exemple, de ma boutique Shopify et qui va donner des produits qui sont disponibles en ce moment sur mon Shopify. Je suis capable de faire des rapports et les tracking du cycle client, donc d'avoir des données, des statistiques pour mieux le cibler. Et finalement, il y a de l'amélioration continue, de l'ajout d'options. Ça, en fait, il est là partout. J'aurais pu rajouter cette ligne-là partout. Mais il y a de l'amélioration, dans le fond, continue au fur et à mesure qu'on paye. Bien, si on débloque des choses, bien, MailerLite les ajoute. Le problème, Antoine, avec MailChimp, c'est qu'ils nous en enlevaient beaucoup dans les derniers temps, mais là, j'espère qu'ils ont arrêté. On aime moins MailerLite parce qu'il est disponible seulement en anglais. Il y avait une version française jusqu'à cet été, puis là, ben, ils ont annoncé qu'ils, malheureusement, ne la soutiendraient plus. Et si vous avez beaucoup de données e-commerce que vous voulez utiliser, il y a mieux sur le marché. Je vais prendre quelques questions. On a Stéphanie. Ça me coûte 89 $ par mois avec MailChimp qui est linké à Lightspeed, liste de base de 2800 contacts et selon les saisons, quelques listes de 300 contacts et moins. 2 à 4 courriels par semaine, c'est dispendieux. Là, ça dépend si tu as un forfait grand-père. Donc, ça se peut, je ne sais pas depuis combien de temps, Stéphanie, tu as ce forfait-là, parce que les prix des forfaits ont changé en cours de route aussi, et à quel point tu utilises. Fait que peut-être qu'il y aurait possibilité de descendre. C'est un peu comme les forfaits d'Internet ou de cellulaire. Hein? Ils donnent des nouveaux prix pour les nouveaux clients. Puis c'est les nouveaux clients qui en bénéficient. Puis nous, bien souvent, on ne change pas notre forfait pendant des années. Fait que là, on a notre forfait qui nous coûte cher. Jusqu'à temps qu'on appelle, on fait « Hey, mon voisin a la même chose que moi, 2 fois moins cher. » Puis là, tout d'un coup, il nous débloque l'option. Donc, c'est un peu la même chose. Mélissa, est-ce qu'on peut renvoyer l'infolette aux clients qui ne l'ont pas ouverte, ce qu'on peut faire avec MailChimp? Oui, on est capable de le faire aussi. On est capable de cibler les gens qui n'ont pas reçu l'infolette ou qui ne l'ont pas ouvert. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est pourquoi ils ne l'ont pas ouvert. Est-ce que c'est parce qu'elle est tombée dans le spam? Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont juste vue puis ils ne l'ont pas ouvert? Parce que ne pas l'avoir ouvert, ça peut être plusieurs raisons. Si, par exemple, le sujet du courriel n'était pas super intéressant, mettons l'infolette du mois, les gens n'ont pas le réflexe de cliquer dessus. Il faut qu'on aille chercher, titiller ma curiosité. Ensuite, on a au niveau de Klaviyo, comme je disais tantôt, c'est ma Cadillac. Il y a un mini forfait gratuit disponible. Faites attention parce que ça cause... Il est beaucoup plus cher que les autres. Par contre, il est vraiment plus puissant. Fait que le forfait gratuit, là, on arrive, on se rend compte de tout ce qu'on peut faire, puis là, vous risquez de tomber addict. En tout cas, moi, personnellement, c'est une de celles que j'aime beaucoup avec MailerLite. Donc, on a un forfait gratuit, un maximum de 250 contacts, un maximum de 500 courriels par mois. Fait que on s'entend que c'est vraiment juste pour tester puis avoir accès à toutes les fonctionnalités. Sinon, le forfait suivant, ça va encore une fois en fonction du nombre de contacts et de 20 $ US par mois. Donc, dans mon exemple de 3000 contacts, ça coûte 70 $ US par mois. Fait que c'est beaucoup plus cher que mon MailerLite qui était à 30 ou plus cher que mon MailChimp qui est à 9. Ça s'intègre avec 145 intégrations pour le moment. WooCommerce, Stripe, Shopify, etc. Klaviyo, son gros bonus, comme je dis, c'est vraiment au niveau des intégrations. J'ai accès à toute l'information. Je sais que Maude a ouvert 4, 5, 6 courriels, qu'elle a cliqué dans les liens, les achats qu'elle a fait. J'ai le détail complet de la valeur du client. Donc, tous les achats qu'il a fait, sa valeur moyenne, j'ai énormément d'informations. Tous les achats qui ont été faits, peu importe la plateforme de e-commerce,
je les ai, puis je suis capable de filtrer à partir de là. C'est vraiment puissant, mais c'est sûr que ça vient avec une facture un petit peu plus élevée. Le cycle du client aussi, je peux aller très loin parce que j'ai accès à beaucoup d'informations, donc je suis capable de faire beaucoup d'automatisation parce que j'ai accès à l'information. Un client qui a ouvert des infolettes, qui a acheté tel produit, mais pas tel autre. Donc, toutes ces actions, tout ce qu'il a fait au niveau e-commerce, j'ai énormément d'infos, fait que c'est très cool. Ils ont beaucoup de recettes d'automatisation, en fait, qui existent déjà. Klaviyo, en fait, ils ont développé vraiment une académie, en fait, là, puis ils ont beaucoup d'informations d'automatisation qui sont déjà pratiquement préfaites, qu'on peut utiliser et modifier à notre guise. Fait que c'est super intéressant aussi pour ça. Bon, on est moins parce que c'est disponible seulement en anglais. C'est assez cher et malheureusement, au niveau du multilangue, donc si je vends en français et en anglais, Klaviyo n'est pas super adapté. En fait, du côté de MailerLite, aussi, là, c'est plus difficile. Donc, ça implique malheureusement d'avoir un nouvel ami. Donc, de travailler, par exemple, avec Zapier, un entre-deux, un middleman qui va aller donner de l'information supplémentaire à savoir si la personne a acheté en français ou en anglais. Si vous vendez juste dans une langue, ça ne vous touche pas. Si vous utilisez deux langues, bien là, ça implique qu'en plus que je paye plus cher pour Klaviyo, il faut que je rajoute une application supplémentaire pour que ça fonctionne. On va regarder un petit peu les commentaires. Donc, Carl, si j'ai déjà MailChimp, mais que je n'utilise pas l'automatisation encore, mais que les linkés avec mon WooCommerce, est-ce qu'il y a un avantage à changer à MailerLite parce que je m'en fais beaucoup parler? En fait, la question, c'est depuis quand tu as ton MailChimp? Parce que ça fait quelques années, tu vas avoir plusieurs clauses grand-père, en fait, qui peut faire que ton MailChimp va être plus intéressant que ton MailerLite. Donc, tu vas avoir plus de contacts pour moins cher. Que tu vas être capable de faire la même chose, en fait, sensiblement que MailerLite. L'autre chose aussi, c'est de savoir, tu es avec WooCommerce où l'intégration n'a pas été touchée. C'est vraiment juste avec Shopify qui se sont chicanés. Donc, tu es quand même es capable d'avoir accès aux produits, qu'est-ce que les gens ont acheté pour ensuite bâtir des automatisations. Je vais vous montrer des exemples plus tard, puis vous allez comprendre pourquoi j'accroche puis que je tique autant sur le fait que d'avoir accès aux données du client puis qu'est-ce qu'il a acheté, c'est hyper intéressant, super important. On a une question plus spécifique, mais je vais la prendre quand même. Quelle plateforme est la meilleure pour Shopify pour y ajouter des GIFs ou des vidéos? On sait que ce n'est pas tous les clients qui pourront voir ce format d'email, mais verront-ils au moins une photo statique? Oui, ça, c'est toujours... C'est parce que ça, c'est embêtant parce que ça dépend toujours du client de courriel. Parce qu'il y en a qui vont bloquer les images. Donc, on arrive, il y aura juste rien dans l'infolette, là. Au niveau de la vidéo, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine, j'avoue pas avoir fait le test pour comparer qui est capable et qui n'est pas capable. C'est vraiment une bonne question. Il va falloir que je fasse des recherches. Je vais faire des recherches, puis Leïla, si tu peux bien me laisser ton courriel, je vais te réécrire personnellement parce que là, je n'ai pas la réponse. Je n'aime pas ça pour avoir les réponses, mais c'est vraiment une bonne question. Parfait. Donc, on continue et on va finir avec CyberImpact. CyberImpact, qui ont eux aussi un forfait gratuit disponible, donc un maximum de 250 contacts et des envois illimités. Ça, c'est cool. Et au niveau du forfait suivant, c'est à partir de 17 $ canadiens par mois, pas en US. Et pour une audience de 3000 contacts, ça revient à 55 $ par mois. Pour l'instant, en tout cas, moi, de ce que je vois dans la documentation, ça s'intègre seulement avec Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter tout le monde avec tout le monde. Donc, c'est un peu comme le connecteur universel, là. Je veux faire parler CyberImpact avec Shopify, avec WooCommerce, etc. Au niveau des frais, là, ça va coûter aux alentours d'une trentaine de dollars US par mois pour avoir accès à cette fonction-là. CyberImpact, ce qu'on aime beaucoup, c'est que c'est une interface et l'aide est disponible aussi en français. Donc, toute l'aide, le guide, en fait, sur le web. C'est une option qui est québécoise, qui respecte à 100% la loi C-28, donc qui est vraiment faite pour ça. Les autres, en fait, on est capable de respecter la loi, mais c'est moins, excusez l'anglicisme, mais bulletproof, donc sans problème, que notre ami CyberImpact. Bon, on l'aime un petit peu moins parce que malheureusement, à part si on fonctionne avec une API ou Zapier, il n'y a pas d'autres automatisations déjà disponibles. Pas d'automatisation, pardon, d'intégration, disponible. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça simplifierait la vie de tout le monde. Il n'y a aucune intégration e-commerce de base. En fait, je ne suis pas capable de
tirer, d'avoir de l'information sur les ventes ou les achats. Je serais capable de le faire via l'API ou le Zapier, là. Mais c'est sûr que c'est ça. Là, en ce moment, parce qu'il est connecté, je n'ai pas d'intégration, je ne peux pas le connecter facilement. Ça n'a pas... pas que ça n'a pas été fait, mais en tout cas, là-dessus, il leur manque un peu de travail pour qu'au niveau du e-commerce, ça soit mieux connecté et qu'on pourrait l'utiliser. Puis présentement, il n'y a aucune automatisation préconçue pour le e-commerce. Peut-être que ça s'en vient, mais en tout cas, pour le moment, c'est plus adapté, on dirait, à d'autres types d'entreprises que le e-commerce. Mais je voulais quand même proposer une solution en français et au Québec. Parce que je sais que pour les gens, il y en a pour qui c'est important. Donc, vous n'aurez pas tout, mais si pour vous, ce qui prime plutôt, c'est que ce soit tout en français et québécois, CyberImpact pourrait être quand même une solution intéressante. Eve qui demande, pour une compagnie qui a plutôt un site vitrine, mais qui souhaite automatiser, est-ce qu'on aurait avantage à aller plus puissant que MailChimp? Ben, c'est sûr que MailChimp, là, vous avez, pour avoir des automatisations intéressantes, on n'a pas le choix de payer. Sinon, ben, comme je viens de dire, CyberImpact pourrait être intéressant aussi. On m'a parlé de Campaign Monitor. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 choses à me dire sur cette plateforme? J'ai posé la question de Eve, excusez, puis je passais vite, hein? Donc, je vais recommencer comme il faut. Donc, Eve, pour un site vitrine, oui, avec MailChimp, on n'aura pas le choix d'aller avec la version payante. Sinon, MailerLite pourrait être intéressant aussi. Ou sinon, si on a une solution française et au Québec, on a CyberImpact. Question de Mathieu. On m'a parlé de Campaign Monitor. Aurais-tu 2 ou 3 mots à dire sur la plateforme? Je ne la connais pas beaucoup, cette plateforme-là. Il y en a vraiment beaucoup. Là, à un moment donné, j'avoue que j'en perds un peu mon latin. Je ne la connais pas beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup passer au niveau du e-commerce, il y a Omnisend, il y a ActiveCampaign, il y a ConvertKit. Campaign Monitor, je l'ai moins vu. Donc là, est-ce que c'est une bonne plateforme ou pas? Je ne peux pas dire. Je ne pense pas que c'est une mauvaise plateforme parce que c'est quand même une des connues. Mais au niveau e-commerce, je n'ai pas de réponse pour ça. Il y a aussi LeadFox à Sherbrooke. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est une solution hyper intéressante aussi. Mais j'avoue que je n'ai pas du tout cherché à savoir au niveau e-commerce comment s'intégrer. J'ai déjà travaillé avec LeadFox pour d'autres types de projets, mais pas en e-commerce. Donc là, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi, là. Ça serait à fouiner. Vous êtes bon, vous me posez des cols ce matin. Moi, j'essaie d'avoir réponse à tout, puis là, ça fait 2, 3 réponses que j'ai pas, là. Oh là là, ça va pas bien ce matin, là. Donc, comment on peut départager, en fait, entre les 4 plateformes? Donc, MailChimp, c'est la solution qui est la plus connue sur le marché. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'automatisation pour le moment, ou en fait, c'est vraiment juste pour être capable à tout le moins de récolter les courriels et que vous voulez avoir facilement de l'aide ou du support, MailChimp est intéressant. Puis, c'est bon pour les mini-budgets, en fait, parce que vous n'avez pas besoin de mettre énormément de sous pour avoir accès quand même à des fonctionnalités. MailerLite, si vous avez besoin de données e-commerce, que vous débutez avec les automatisations, c'est le bon choix. Klaviyo, donc si vous avez besoin de beaucoup de données e-commerce, de faire des segments, des automatisations, puis que vous avez un gros budget, vous êtes capable de mettre de l'argent, Klaviyo est intéressant. Sinon, CyberImpact, comme je viens de le dire, si vous cherchez une solution québécoise avec de l'aide en français et que vous êtes à l'aise avec l'utilisation d'API, CyberImpact pourrait être un choix intéressant aussi. Sachez que vous n'êtes pas... C'est pas comme en fait, c'est un peu comme un mariage. Vous pouvez divorcer puis changer, là, si vous voulez, là. Donc, vous pouvez commencer à MailChimp et aller plus tard vers Klaviyo, passer de MailerLite à aller vers Klaviyo. Donc, vous n'êtes pas restreint à avec MailerLite jusqu'au restant de mes jours. Vraiment pas. Et ça m'arrive souvent dans ma pratique, moi, de transférer des gens d'un vers l'autre. Donc, c'est vraiment pas un enjeu. C'est du trouble dans le sens où il faut refaire nos automatisations, refaire les groupes, il faut refaire du ménage. Mais si vous êtes on a budget, comme ils disent en anglais, sur un budget avec des sous, vous voulez faire attention puis vraiment avoir le meilleur pour votre argent, il n'y a rien qui empêche de commencer, par exemple, avec MailChimp, puis tranquillement, pas vite, switcher vers Klaviyo, par exemple, ou être à MailerLite, puis après ça, tomber sur Klaviyo plus tard dans votre parcours. API, oui. En fait, API, c'est un peu comme un dictionnaire. Donc, CyberImpact et les autres, en fait, ont tous une API. Ce qui fait que CyberImpact va me laisser communiquer et envoyer ou tirer des données, donc avoir accès à des données si je respecte son langage, donc j'utilise son dictionnaire. Donc, via la programmation, je vais aller cogner à la porte de CyberImpact, puis là, je vais prendre son dictionnaire et faire OK, j'aimerais ça avoir tel contact, et il va me donner l'information.
Et à l'inverse, en utilisant le dictionnaire, je vais lui dire, tiens, voici les informations sur mon contact, rajoute-le dans ton groupe, s'il te plaît. Donc, grosso modo, un API, c'est comme un dictionnaire parce qu'on ne parle pas la même langue pour être capable de communiquer et d'échanger de l'information. Amélie qui demande, tu utiliserais quelle plateforme avec un bon rapport qualité-prix pour environ 11 000 contacts, mais nous n'avons pas de commerce en ligne. Nous envoyons des infolettes pour envoyer notre circulaire et quelques informations. Nous voulons une plateforme qui donne plus de liberté. Pour l'instant, c'est notre développeur web qui peut envoyer nos infolettes plus spécialisées. À 11 000 contacts, pas d'e-commerce. Est-ce qu'il va y avoir du e-commerce un jour? C'est ma question. Si vraiment il n'y en aura jamais, j'irai peut-être avec MailerLite pour la segmentation. Pas pour tout de suite. Bon, ben à ce moment-là, si ça s'en vient, j'irai avec MailerLite, le temps de vous faire les dents, en fait. Puis un jour, j'irai directement, j'upgraderai, en fait, vers Klaviyo le jour où vous allez commencer à vendre en ligne. Voilà. Puis, ce que je viens de dire, en fait, je me suis donné le punch moi-même. Donc, oui, vous pouvez migrer d'un service à l'autre. Il y a toujours possibilité de transférer. Et MailChimp, MailerLite et Klaviyo offrent des outils de migration. Donc, eux autres, MailerLite va dire « Hey, salut! Tu arrives de MailChimp, clique ici, je vais aller chercher ce qui est important. » Klaviyo va dire « Hey, coucou! Tu arrives de MailerLite, clique ici, je vais t'aider. » Donc, vous êtes capable d'aller faciliter le transfert aussi. Il y a certaines choses que vous n'aurez pas le choix de recommencer à zéro, comme les automatisations, puis peut-être les groupes, là, ça dépend des outils. Mais il y a possibilité quand même de communiquer de un à l'autre. Voilà. Je vais prendre une gorgée de café et après ça, on va passer au grand morceau des outils de marketing par courriel. Donc, je vais vous expliquer ici c'est quoi la différence, parce qu'on parle de... Il y a beaucoup de choses, de plus gros morceaux, mais je vais vous donner les 5-6 gros morceaux qu'on voit dans les infolettes et c'est standard partout. Donc, ce que je vous montre là, il y en a dans MailChimp, dans MailerLite, dans Klaviyo, c'est là partout. Il y en a partout. Première chose, on a les abonnés, les fameux subscribers. Donc, ça, c'est les personnes qui sont inscrites avant l'infolette, peu importe le groupe ou le segment. Parce qu'en fait, on va avoir un abonné, mode, qui va être déposé dans des groupes ou dans des segments. Des segments, c'est des règles automatiques. Par exemple, si Maude est une femme, mets-la dans ce groupe-là. Si Maude a acheté tel produit, mets-la dans ce segment-là. Si Maude habite à Rimouski, mets-la dans ce groupe-là. Donc, je suis dans ce segment-là, pardon. Donc, je suis capable, avec les segments, de faire des règles automatiques qui vont trier une personne en fonction de ce qu'elle a fait comme action ou des informations qu'il y a dans sa fiche. Je peux créer des champs personnalisés, donc peu importe la plateforme, je peux créer des champs de plus pour récolter de l'information pertinente, le code postal, la ville, un dernier achat, le nom de leur chien, par exemple, je suis une boutique pour animaux, leur jeu de société préféré, leur bière préférée, etc. On peut aussi ajouter manuellement des gens, donc je peux soit rajouter une personne à la fois, je rajoute Maude, je rajoute Gabrielle, je rajoute Sophie, mais je peux aussi importer des listes. Par exemple, vous avez fait un concours, vous participez à un salon et vous avez une liste de courriels. Donc, vous pouvez la prendre et la télécharger directement dans les différents logiciels. Puis, les logiciels sont vraiment bien faits. Vous allez télécharger la liste Excel, puis lui, il va dire, OK, la colonne A, est-ce que c'est un prénom, un nom, un courriel? La colonne B, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez attitrer chacune des colonnes, en cours de route, ce qui fait que c'est super facile d'importer vos contacts. Ça se fait en quelques secondes. Ce qui est important, le truc que je vous donne, c'est de réfléchir au type de courriel que vous voulez envoyer pour réfléchir au type de champ qui pourrait être intéressant pour trier les abonnés. Par exemple, il y a des gens que j'ai accompagnés pour les animaux de compagnie. Donc, on demandait le nom du chien ou le nom du chat. Donc, c'était pas juste « Bonjour Maud », c'était « Bonjour Maud et Arlequin ». Dans l'infolette. Donc, on a donné une petite personnalisation supplémentaire. Ça peut être des habitudes d'achat, ça peut être des préférences aussi. Des fois, on arrive sur des infolettes et on va demander est-ce que tu veux les nouvelles, les appels d'offres, etc. Donc, je peux les inclure là-dedans. Donc, rajouter des champs qui vont me donner de l'information supplémentaire pour bien trier. Parce que ce que je veux, c'est que les gens ouvrent mon infolette. Donc, je dois les intéresser. Question super pertinente d'Isabelle. Si c'est déjà bâti, est-ce qu'on peut en ajouter par la suite
Oui. Donc, peu importe le logiciel, il y a possibilité d'aller rajouter des champs de plus. Puis effectivement, c'est pas parce que vous n'y avez pas pensé au départ qu'il est trop tard. C'est juste que si vous commencez, tu sais, vous commencez à y réfléchir, qu'est-ce que vous allez envoyer et qu'est-ce que vous avez besoin d'informations pour le faire. Mais sinon, si votre infolette est déjà faite, oui, vous pouvez l'en ajouter. Il n'y a vraiment pas de stress avec ça. Ensuite, on a la portion des groupes ou des segmentations. Donc, c'est l'endroit où vont être triés mes abonnés. Maude est dans le groupe Rimouski, a un chien et quelque chose d'autre. Donc, ça me permet de gérer des groupes selon les achats de mes abonnés. Donc, tous ceux qui ont acheté des colliers pour chiens, tous ceux qui ont acheté des pousses de tomates pour faire pousser les tomates, les intérêts, les actions marketing. Donc, par exemple, j'ai fait un lead magnet, un e-book, un truc gratuit en échange du courriel, un concours, etc. Toute action pertinente pour votre entreprise, par exemple. Donc, je ne sais pas moi, vous avez participé à un salon, vous avez participé à un événement particulier. Donc, on peut vraiment trier les abonnés selon plusieurs critères, que ce soit leur entrée, leurs habitudes, leurs intérêts, etc. La source de leur inscription aussi. Et voilà. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'envoyer l'infolettre aux bonnes personnes. On veut segmenter les gens parce que dans votre liste de 10 000 personnes, par exemple, ce n'est pas les 10 000 personnes qui vont être intéressées au même contenu. Donc, on veut les segmenter, puis vraiment envoyer un contenu pertinent qui va les inciter à cliquer et ensuite à acheter. Ensuite, oui, on parle de tags aussi, effectivement. Les tags dans certains logiciels aussi, c'est un peu la même chose que les groupes ou la segmentation. Ça dépend un peu tous leur langage, mais ouais, les groupes, les tags, ça se ressemble. Comment on fait pour savoir qui a fait quoi, où et comment? Oh, la bonne question! Est-ce que tu peux juste préciser un petit peu ta pensée, s'il te plaît, Marco? Je me questionne. Entre-temps, je vais prendre la question de Gaétan. Quelle est la différence entre une infolette et une alerte d'activité? Ben, pour moi, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est la même chose. En fait, une infolette, souvent, on va l'attitrer à Salut, c'est des rabais. Mais une infolette, ça peut être vraiment, vraiment plus que ça. Puis c'est ce que vous allez voir un peu plus tard. Une alerte d'activité, selon moi, est un peu une infolettre, mais une infolette de plus de type informatif, donc de rappel, peut-être. C'est plus comme ça que je me dis. Pour moi, c'est la même chose. On va continuer. Donc, un exemple de segmentation. On le voit ici, j'ai un formulaire à gauche qui me permet de rentrer mes informations. Puis, on voit qu'on demande l'entreprise, le titre du poste. Donc, par exemple, je pourrais regrouper tous les présidents, vice-présidents dans un groupe. Je pourrais avoir les ressources humaines, les communications dans un autre groupe. Je pourrais avoir les travailleurs autonomes, les entrepreneurs dans un autre. Et on voit ici dans quelle liste on demande aux gens dans quelle liste ils veulent faire partie. Par exemple, on a les articles, l'intérêt général, les nouveautés, les sessions de formation publique, les trucs et astuces. Donc, qu'est-ce qui intéresse les gens? Parce que mon infolette de session publique, si moi, ce qui m'intéresse, c'est les trucs et astuces, ta formation, je n'ouvrirai pas ton courriel. Ça, c'est dommage. Et on voit ici un autre exemple de liste. Donc, par exemple, quelqu'un qui a divisé ses détaillants. Donc, ces détaillants font partie d'un groupe. Ceux qui ont acheté au moins 2 fois sont ici. Ceux qui ont dépensé un certain montant, donc ceux qui dépensent beaucoup et qui achètent souvent. Ceux qui ont acheté plus de 5 fois. Ceux qui ont dépensé plus de 500 $. Tous ceux qui n'ont pas acheté. Ceux qui ont acheté au moins une fois. Et tous ceux qui acceptent le marketing. Fait que ça me permet de faire des listes. Puis après ça, d'envoyer des infolettes. Ensuite, on a le thème. Je vais prendre la question de Gabriel qui est super pertinente avant la barre. Comment ne pas dupliquer l'envoi d'un courriel? Exemple, je reçois toujours 2 fois le même courriel d'une designer et c'est un irritant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est dommage. Sa réponse, inscription à 2 événements distincts, donc impossible d'effacer mon courriel à l'une de ces listes d'envoi. Ça, c'est possiblement parce que tu es avec MailChimp. Parce qu'avec MailChimp, je ne sais pas si vous en souvenez, j'en ai parlé au début, une personne qui est inscrite dans 3 groupes compte pour 3 personnes distinctes. Donc, possiblement qu'elle fait un envoi à son groupe 1, à son groupe 2, à son groupe 3, elle fait possiblement séparément. Donc, on reçoit le courriel 3 fois. Avec d'autres, que ce soit MailChimp ou Klaviyo, on va aller chercher des gens qui répondent à certains critères. Donc, même si vous êtes dans 3 groupes,
c'est l'abonné qui reçoit l'infolette et non pas la personne dans le groupe, qui est une distinction vraiment différente du côté de MailChimp. Fait que c'est possiblement parce qu'elle utilise MailChimp, parce que ça serait avec n'importe quel homme, avec Klaviyo ou avec MailerLite, en fait, ce problème-là ne se poserait pas. Donc, c'est possiblement pour ça. Ça peut être effectivement un irritant si vous utilisez MailChimp et que vous envoyez le même contenu à plusieurs personnes différentes. Fait qu'on n'y pense pas des fois, mais c'est ça. Ça peut faire partie de la game aussi. Avec MailChimp, est-il possible d'envoyer une infolette à 2 groupes en même temps? De mémoire, non. Je pense que c'est attitré avec seulement un groupe. À moins que ça ait changé, là. Parce qu'avec MailerLite, Klaviyo, je sélectionne mes groupes. Là, dans ma tête, là, je suis en train de le faire manuellement. Mais avec MailChimp, de mémoire, c'est avec un groupe seulement. Ou sinon, à ce moment-là, il faudrait créer un segment qui rejoint plusieurs groupes. Il y aurait possiblement ça. Mais de mémoire, je pense que c'est juste à un groupe qu'on envoie. Il faudrait que je vérifie. Je pourrais voir à la fin dans les questions. Je pourrais prendre le temps de googler. Je ne le ferai pas. Ensuite, on a le thème. Donc, le thème, c'est le visuel de l'infolette. Ça me permet de créer une structure que je vais réutiliser. Parce que là, toutes les fois que vous allez envoyer une infolette, je ne veux pas que vous soyez toujours en train de partir de zéro. Donc, on va créer une infolette qu'on va créer comme un gabarit qu'on va réutiliser. L'objectif, c'est de gagner du temps. Donc, on va créer une structure, puis ensuite, on va toujours réutiliser. Vous avez l'exemple ici à droite, ça, c'est dans MailerLite, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, au centre, on a notre zone où on voit nos blocs. À droite, on peut aller les modifier, le texte à l'intérieur. C'est assez facile à utiliser. Donc, il faut juste prendre son temps, pas aller trop vite, puis on peut rajouter nos différents blocs. Donc, je peux créer par cet outil-là, le gabarit, plusieurs thèmes selon tous mes besoins différents. Donc, par exemple, je veux envoyer une infolette plus promotionnelle. Ça va être ce gabarit-là. Je veux envoyer une infolette plus informationnelle dans laquelle je donne des trucs et des astuces. Ça va être un autre format. Je veux envoyer une infolette, par exemple, de rappel ou une petite infolette pour mes automatisations. Ça va être un autre format. Donc, je peux avoir différents visuels. Vous pouvez tester aussi. Ce qui fonctionne bien pour ceux qui suivent Olivier Lambert, entre autres, ou sinon Monsieur E-Commerce, David Grégoire. Ils ont des infolettes super plates, en fait. C'est juste du texte, puis ils ont leur petite face en bas, puis that's it. Donc, vous pouvez tester des infolettes avec juste du texte ou des infolettes plus visuelles, puis vous allez voir qu'est-ce qui convertit, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je vais vous dire, chaque audience a un peu son pattern, en fait, donc ils vont préférer les images ou pas. Ça permet de sauver du temps. Les gabarits, on aime ça. On peut garder une uniformité aussi avec notre branding, nos couleurs, nos polices, mettre notre logo, etc. Et tous les outils fonctionnent ce qu'on appelle en drag and drop. Donc, on dépose, du glisser-déposer, on dépose les blocs. C'est super simple à utiliser. Puis comme je dis dans le truc, on crée plusieurs gabarits selon nos différents buts. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec notre infolette? Gabriel, est-ce qu'il existe une fonctionnalité dans les 4 propositions présentées où il serait possible de vérifier qu'il n'y ait pas de multiplication d'un courriel? Tu veux possiblement dire tous ceux qui ont... pour pas que les gens reçoivent plus qu'un courriel, par exemple? Ou il n'y a pas de multiplication d'un courriel? Tu peux juste préciser, Gabriel, ta question, je ne suis pas sûre que je vais te répondre comme il faut. Ne pas recevoir le même courriel. Mais c'est comme je disais tantôt. C'est avec MailerLite ou avec Klaviyo, lui, il envoie à l'abonné, donc il n'enverrait pas 2 fois le même courriel. MailChimp, à ce moment-là, ce serait possiblement fonctionnant avec des segments, donc de faire des segments, par exemple, ceux qui se sont inscrits à des activités. Donc, ce serait le segment, ce serait tous ceux qui proviennent des groupes. Puis normalement, ça ne devrait pas l'envoyer plus qu'une fois. Normalement. C'est vrai qu'il dit Olivier Lambert est mon copain. Effectivement, Olivier, il donne vraiment plein de bons trucs, il donne beaucoup de contenu, c'est vraiment super pertinent, puis c'est vraiment le king de l'infolette. Donc, si vous n'en avez pas assez avec ce que je vous montre aujourd'hui, la prochaine étape, c'est Olivier et David aussi, David Grégoire, qui donne pas mal de trucs et d'astuces aussi. Eve qui demande, est-ce que tu recommandes de travailler avec une graphiste pour bâtir les gabarits? Ben, si pour vous, ce que vous voyez là, ça vous donne de l'urticaire puis ça vous stresse, oui, donnez-le à une graphiste. L'objectif, c'est toujours de sauver du temps, puis votre temps à vous, il est précieux. Je sais très bien que dans vos entreprises, ça roule beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si pour vous, ça vous donne de l'urticaire, ça ne vous tente pas trop, là, effectivement, déléguez-le à un ou une graphiste qui pourra vous faire vos gabarits, puis après ça, ben, vous pourrez juste retourner
puis les utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Normalement, tout le monde est capable de jouer dans les gabarits puis s'en sortir, mais si pour vous, ça va vous prendre beaucoup de temps pour arriver à un résultat, vous êtes mieux de déléguer. Nathalie, j'ai entendu dire qu'il valait mieux que l'infolette ne soit pas trop belle pour éviter qu'elle soit rejetée rapidement, non lue. Autrement dit, sans trop de graphismes compliqués, ton avis? Effectivement, en fait, une des choses aussi, c'est que si vous la regardez sur votre téléphone ou sur des logiciels de courriel aussi, des fois, ils vont bloquer les images. Donc, si vous avez beaucoup d'images, ben là, malheureusement, on voit juste le texte. Donc, on ne voit pas nécessairement les images. Fait que c'est problématique un peu. Fait qu'effectivement, on est plutôt dans des infolettes qui sont smooth, donc avec peu de visuels. On peut en mettre un peu quand même, mettre nos couleurs et tout ça. Pour que pas que ce soit trop plate. Mais en fait, les infolettes plates à la Olivier Lambert, entre autres, fonctionnent super bien. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'audience, faire des tests. Donc, si je fais une infolette qui est plus graphique versus une qui est moins graphique, laquelle qui va fonctionner le mieux? Puis, si vous voyez que finalement, les infolettes graphiques fonctionnent mieux, bien, continuez dans cette voie-là. Sinon, bien, il faut aller des infolettes plus straight, sans problème aussi. On a Béatrice. Donc, bonjour monde et bonjour tout le monde. Pour l'instant, je n'ai pas d'infolette en tant que telle. Les gens s'abonnent à l'infolette, mais les gens abonnés reçoivent les articles que je publie sur mon blog. Exemple, tous les vendredis 20h, si j'ai publié, ils reçoivent des articles. Je ne veux pas achaler les gens. J'utilise Mailchimp. Est-ce possible de passer de cette façon de faire à une vraie infolette et si oui, comment? Exemple, je suppose que je peux inclure des articles de blog dans mon infolette. Ben, Béatrice, je t'apprends que tu fais de l'envoi d'infolettes en ce moment. Donc, même si tu penses pas en faire, t'en fais. Et c'est une hyper de bonne pratique, en fait, d'envoyer du contenu, les articles de blog qu'on a déjà rédigés. Ça fait partie des trucs que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc, ce qui dort, en fait, sur votre blog peut être très bien recyclé et utilisé dans une stratégie d'infolettre. Et non, tu ne vas pas achaler les gens, à moins que tu en envoies une par jour, comme entre autres, il y en a certaines compagnies que vous avez sûrement dans votre courriel. Je ne vais pas en nommer, je suis certaine qu'il y a des noms qui vous viennent en tête, que ça, c'est achalant. Mais si on m'envoie du contenu qui est pertinent, qui est adapté pour moi, je vais être contente de l'ouvrir. Ah, c'est cool, je le reçois et je vais lire l'infolette. Mais si on est toujours dans le trop professionnel, pousser des produits, c'est pas bon. Je serais curieuse de voir quel type d'article il s'agit, mais je suis certaine que ces articles sont informatiques, qui donnent des trucs et des astuces. C'est normal que les gens vont l'ouvrir et cliquer dessus. On va continuer. Au niveau des recommandations pour les thèmes, première des choses, le tester sur le cellulaire, c'est hyper intéressant. Important. Ensuite, tester sur plusieurs types, donc Gmail, Outlook, Hotmail, pour voir le rendu final. Parce que parfois, Gmail, Hotmail, ça va bien aller. Outlook, ça se peut que ça se passe un peu moins bien. Donc, c'est important de le tester. Ça ne sera jamais parfait, identique sur toutes les plateformes, mais à tout le moins, ça va vous permettre de voir comment ça sort. De ne pas mettre trop d'images. On parlait tantôt que de faire des infolettes qui sont trop graphiques peut nous nuire. Donc, faites attention. Oui, on met des images, mais aussi de ne pas abuser, parce qu'effectivement, si notre infolette contient seulement des images, on peut être identifié comme spam. Donc, les outils de spam qui filent tes courriels qui vont être passés s'attendent à ce qu'il y ait du texte et pas juste des images. Il faut faire attention aussi à la longueur de notre infolette. C'est comme ironique, là, c'est comme on faut mettre du contenu, mais là, si on en met trop, entre autres, Gmail va couper après une certaine longueur. Donc, c'est pour ça que c'est important de tester aussi pour voir à quel endroit, au niveau de l'infolette, ça va couper. Muriel, petite question ici. Donc, ma question porte sur les courriels marketing de Shopify. J'envoie une infolette hebdomadaire le jour, limite pour commander, donc un rappel. Par contre, ce courriel n'est envoyé qu'aux gens qui ne sont inscrits qu'à l'infolette et pas forcément mes clients. Je veux dire que certains clients qui ont ouvert un compte client ne sont pas forcément inscrits à l'infolette. Ça, c'est votre problème à comme 99,9% tout le monde ici. Or, c'est eux que je voudrais rejoindre avec mes infolettes, nouveaux produits, rappels de commandes, puisque ce sont des gens qui sont a priori intéressés par mes produits. Puis-je légalement leur envoyer l'infolette hebdomadaire, même s'ils ne sont pas inscrits à l'infolette? Si oui, comment le faire quand dans Shopify, ma liste d'infolettes est reliée aux abonnés inscrits à l'infolette? Bref, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, Muriel, ta question est super claire. Selon la loi C-28, donc la loi au fédéral, on va le voir un petit peu plus loin, mais il y a possibilité d'aller écrire aux gens, même s'ils n'ont pas donné leur autorisation. Parce que s'il y a un lien d'affaires, vous avez le droit de communiquer avec eux, à moins qu'il ait demandé d'être retiré. Si on demandait d'être retiré, vous n'avez pas le droit de les achaler, en bon québécois.
Mais sinon, oui, on a le droit on a le droit de leur communiquer. On va en parler juste un petit peu plus tard. Martin, combien de mots environ tu recommandes pour une infolette? C'est une bonne question. Je ne suis pas certaine du nombre de mots qui est comme le plus recommandé, mais j'essaierais au moins un 300, un 300-400 mots. Là. Mettre un peu de contenu. À tout le monde, vous avez un peu de choses à dire. Peut-être un 300 mots, mettons. On va y aller comme ça. Vous en avez des choses à dire, puis je vais vous donner des idées tout à l'heure. Là, vous allez vous dire, mon Dieu, si je mets ça dans une infolette, les gens vont devoir prendre plusieurs cafés pour tout lire. Mais vous allez voir, on est capable de faire beaucoup de contenu. Audrey, la question qui tue. Donc, pourquoi certaines infolettes tombent automatiquement dans les pourriels? J'ai déjà lu certains articles avec des règles à suivre pour pas que ça arrive. Effectivement, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, il y a une étape supplémentaire qui est hyper importante maintenant qui s'appelle, en fait, c'est d'aller activer le domaine et d'aller mettre certaines informations DNS, donc des informations par rapport à MailChimp ou à Klaviyo ou à MailerLite, dans votre nom de domaine, en fait, dans les DNS. C'est plus avancé. Si je vous parle de ça, puis que là, vous avez des sueurs froides, vous pouvez contacter votre hébergeur, les gens en marketing qui s'occupent de vous, etc., ou celui-là qui vous a vendu votre nom de domaine pour qu'il vous aide. Il y a des sections d'aide aussi habituellement avec tous ces logiciels-là pour vous aider à aller mettre ces informations-là, mais c'est hyper important de les faire. Ce que ça permet de faire, c'est que le courriel, lui, en fait, il part pas il utilise mon nom de domaine, mettons info@nitromedia.ca, mais il ne part pas de mon domaine. Il part d'un autre univers. Il part de celui de MailChimp ou de MailerLite ou de Klaviyo. Fait que ça, au niveau du spam, des fois, ça allume une lumière. C'est pour ça que des fois, ça tombe dans le pourriel, des fois, ça ne tombe pas dans le pourriel. Mais en allant ajouter cette information-là dans mon nom de domaine, bien, les fils de spam font « Ah, OK, c'est correct quand ça vient de MailerLite. Parfait. » Et là, ça va limiter les courriels qui vont tomber dans le spam. Ça ne les élimine jamais complètement, mais ça va beaucoup diminuer la problématique. Même chose du côté de Shopify. D'ailleurs, si j'ai des Shopifyers dans la gang ce matin, je vous invite à aller voir dans Paramètres et ensuite dans l'onglet Menu général, il va y avoir une petite section où vous allez pouvoir vérifier votre courriel et c'est la même fonctionnalité que je viens d'expliquer. Donc, avec les DNS, ça va rajouter des informations. Fait que ça va être hyper important. Je vais vous envoyer le lien aussi. En fait, après l'atelier, vous allez recevoir un courriel avec le lien vers le YouTube, mais je vais vous envoyer aussi un petit l'information, entre autres, là, pour les DNS, ça devrait vous aider beaucoup parce que c'est une problématique que vous allez tous vivre si ce n'était pas déjà fait. Mathieu, le test concernant les différents logiciels, on le fait manuellement ou il y a moyen de voir le rendu dans différentes plateformes sans devoir se connecter sur chacune d'entre elles? Effectivement, il y a des outils pour ça. Je vais donner le lien après parce que je ne me souviens plus du nom en ce moment. Mais oui, il y a des outils qui permettent de faire ça. Sinon, mais moi, je trouve ça quand même bien que vous le testiez vous-même, juste pour le voir. C'est niaiseux, mais on dirait que quand on le fait nous-mêmes et qu'on essaie, là, ça nous donne une meilleure vue parce que les outils que je vais proposer, ben, c'est payant. Donc, ça, c'est gratuit, ça prend juste un petit peu plus de temps, puis c'est les premières fois le temps de comprendre où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça coince. Ensuite, on a Annie. J'utilise MailChimp et j'ai une automatisation qui envoie un code promo lors de l'abonnement à l'infolette. Lorsque j'ajoute manuellement les clients qui ont acheté et ne sont pas abonnés, ils reçoivent ce code promo, les remerciant pour leur abonnement. Comment faire pour ne pas qu'ils le reçoivent? En fait, c'est d'aller jouer dans l'automatisation pour s'assurer que les gens ne soient pas juste ajoutés dans le groupe, mais ajoutés dans le groupe et soient considérés comme abonnés dans l'infolette. Donc, c'est juste un petit tweak, une petite modification de l'automatisation. Gabriel, est-ce qu'une fonctionnalité archive existe pour nos infolettes passées? Question de regrouper du contenu de qualité pour créer un livre blanc, par exemple. C'est une bonne idée, ça. En fait, toutes les infolettes vont juste s'accumuler dans le temps. Donc, ce serait peut-être juste à ce moment-là de monter peut-être un Google Sheet ou quelque chose, juste pour ressortir peut-être ceux qui ont bien fonctionné. Est-ce qu'il existe une fonctionnalité archive pour regrouper? Non, pas à ma connaissance, parce qu'ils sont juste listés puis on vit avec, en fait. Ce serait juste structuré ailleurs. Martine, j'ai envoyé ma première infolette qui est une offre promotionnelle. J'aimerais qu'aussitôt que quelqu'un s'abonne à mon infolette, il reçoive la première offre automatiquement. Est-ce qu'on va voir comment, s'il vous plaît? Je vais expliquer un petit peu, mais on ne verra pas le comment parce que je ne rentrais pas dans la technicalité des outils parce que ce n'était pas le but aujourd'hui. Mais oui, c'est possible de faire ça. On continue. Donc là, on a parlé des abonnés. On a parlé que les abonnés sont dans des groupes. Et ensuite, je crée des thèmes. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes thèmes,
j'ai mes campagnes. Donc, mes campagnes vont utiliser un thème et je m'adresse à des abonnés dans des groupes. Voilà, c'est un peu comme la feuille est dans l'arbre est dans l'ananas. Il s'agit des envois standards. Les campagnes, c'est des envois standards d'infolettes. Donc, j'ai une promo, j'envoie mon infolette du mois, etc., pour annoncer promo, trucs, etc. On peut segmenter selon les groupes, selon d'autres critères. Je peux préparer et programmer mes infolettes à l'avance. Puis ça, c'est vraiment l'idéal, donc de préparer vos choses, pas toujours être à la... Parce que je vous souhaite de ne pas être à la dernière minute, c'est pas agréable. Et par les rapports, vous allez pouvoir savoir qui a ouvert ou non vos courriels, ainsi que les statistiques de clics. Fait que ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez savoir c'est qui ouvre vos infolettes et c'est qui ne les ouvre pas. Petite histoire, j'ai aidé un organisme il y a quelques années, puis quand je leur ai montré cette fonctionnalité-là, la directrice générale était bien déçue de voir qu'il y avait des gens de son CA qui n'ouvraient pas l'infolette. Ils se le sont fait dire. Donc, vous pouvez voir qui vraiment ouvre, donc, personnellement, chaque personne qui ouvre et qui n'ouvre pas. Vous pouvez voir aussi c'est qui vos super fans qui ouvrent 10 fois l'infolette. Et comme je vous ai dit plus tôt, il faut toujours s'assurer d'envoyer l'infolette aux bonnes personnes. La segmentation est essentielle. Surtout si vous payez, en fait, aux envois. Donc, vous êtes limité à un nombre de courriels X par mois. Bien, faites-les compter. Là. Envoyez-les vraiment aux bonnes personnes. On a finalement nos automatisations, parce que là, je vais créer des campagnes que c'est moi qui décide manuellement. OK, bien, pour ce mois-ci, je vais parler de telle chose. La semaine prochaine, je vais parler de telle affaire. Mais les automatisations, en fait, c'est des séries de courriels qui vont se répéter. Donc, si une personne correspond aux critères, le courriel part tout seul. Ça permet de le faire, par exemple, suite à l'inscription à notre infolette, la fameuse série de bienvenue avec le fameux code promo. Suite à un achat, pour les remercier, pour les inciter à donner un avis. Ça peut être des séries de courriels sur un sujet donné, un peu comme des lead magnets, donc d'inciter les gens à vous connaître plus. Donc, un truc par jour pendant 10 jours, par exemple, ou les convaincre de compléter un fameux panier abandonné. L'automatisation, ce qui est cool, c'est que c'est un des outils qui est les plus intéressants pour inciter les gens à acheter de nouveau, en fait. Parce que si vous êtes wise, puis je le sais que vous l'êtes, par exemple, quelqu'un va acheter un savon. Un savon, à un moment donné, tu n'en as plus. Et ça te prend un nouveau savon. Donc, si on sait que ça prend 5 semaines, passer le 10 savons, ben moi, je peux prévoir une infolette que quelqu'un, Maud, achète un savon le 1er mars. Ben dans 4 semaines, 5 semaines, Maud va recevoir un courriel pour savoir « Hey, Pete, as-tu aimé ton savon à l'ananas? » Un clic ici pour acheter un savon à l'ananas ou découvre nos autres savons dans d'autres fragrances super funky. Donc, c'est une bonne façon d'inciter les gens à acheter de nouveau. Parce qu'à un moment donné, vos produits, surtout si on les utilise pour en avoir besoin d'autres, bien, l'automatisation vient un peu faire le rappel de dire « Salut, n'oublie pas de racheter, j'existe, clique ici. » C'est ce qu'on veut. Et finalement, on a les rapports. Donc, les rapports sont hyper intéressants. Là, vous travaillez fort, vous envoyez des infolettes, vous créez du contenu, mais il faut savoir est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, je peux connaître mes taux d'ouverture, mes taux de clics. Un bon taux d'ouverture, ça dépend tout le temps, il y a des secteurs d'activité qui sont plus durs que d'autres. Mais si vous avez un taux d'ouverture aux alentours de 40 %, moi, je serais très contente, très, 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 très contente pour vous. Parce que je vous rappelle que sur Facebook, par exemple, c'est 5 à 8 % des gens qui voient votre contenu. Il y a 40 % qui l'ont au moins ouvert. C'est quand même cool. Donc, le plus haut est le mieux, mais si vous êtes, par exemple, entre 30 et 40 %, moi, je trouve que c'est un bon taux d'ouverture. Au niveau des taux de clics, encore une fois, ça va dépendre. Parce que si vous donnez une infolette informationnelle que tout est là, votre taux de clic va être hyper bas. Par contre, si on invite les gens à cliquer pour aller voir des produits ou des services, bien, je m'attends qu'il y a quand même une certaine portion, peut-être, je ne sais pas, 6 à 10 % qui vont cliquer et qui vont être intéressés. Ça dépend tout le temps du produit, ça dépend tout le temps à qui je m'adresse. Par exemple, c'est des gens qui attendaient patiemment pour avoir accès à la nouvelle collection, puis que là, c'est envoyé à 500 personnes, puis que les 500 personnes cliquent. C'est sûr, ça va avoir un super de bon taux de clic. Ça peut être une autre réalité aussi. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité, qu'est-ce que vous envoyez comme infolette, etc. Il n'y a pas de chiffre magique, outre qu'entre 30 à 40 % d'ouverture, je trouve ça très bien. Au niveau du taux de clic, quand tu as 10 %, moi, je trouve ça très bon, mais ça dépend tout le temps des secteurs. C'est important de connaître le taux de désabonnement aussi. Donc, combien de personnes vont s'être désabonnées de votre infolette? Parce que c'est un signe un peu que vous gossez, que vous achalez les gens. Donc, si c'est là, ben, prenez acte.
Savoir ce qui a été cliqué précisément dans l'infolette aussi, parce que chacun des outils permet de savoir, OK, ben Maud, de cliquer exactement sur tel lien dans l'infolette, ou, mettons, les 5 personnes qui ont cliqué, c'était sur ce lien-là en premier, ce lien-là en deuxième, ce lien-là en troisième. Donc, c'est fun de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Puis, ça permet aussi de savoir combien de ventes sont dérivées de vos envois. Donc, j'ai envoyé une infolette pour dire « Salut, tel produit est disponible ». Combien de personnes découlent directement de mon envoi? Ça, je peux le voir avec mes rapports. Voilà. Fait que pour envoyer des bonnes infolettes, en fait, il faut comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que les gens ont cliqué? Qu'est-ce que les gens n'ont pas cliqué? Est-ce que ils ont cliqué, ils sont tombés sur le site, est-ce qu'ils ont acheté, ils n'ont pas acheté, etc. Normalement, votre taux de conversion devrait être très bon quand je pars de mon infolette et que je suis rendue sur mon site web e-commerce. Parce que les gens vont être super intéressés déjà, ils cliquent, font « Hey, c'est cool le produit », ils l'achètent. Ils sont dans un cycle d'achat qui est différent parce que c'est déjà des clients connus. Il y a moins de « Ah, ben, je vais y revenir ou je vais y penser ». Normalement, c'est « OK, je le veux, je l'achète ». Ils ne se cassent pas la tête. Mélanie qui demande « J'aimerais savoir quelle est la fréquence d'envoi que vous suggérez. Est-ce en fonction du nombre d'abonnés? » Ça va plutôt dépendre du type de contenu. Ça va dépendre de plein de choses. Je sais que Olivier, entre autres, lui, il recommandait de mémoire, je pense, aux 2 semaines-ish, à peu près. Là. Mais ça va dépendre du contenu que vous avez à mettre. J'aime mieux que vous soyez constant à une fois par mois que d'essayer de faire aux semaines, puis qu'au bout de 2 mois, vous êtes tanné. Donc, je miserais sur la constance avant tout, lister peut-être les contenus, les idées, vous structurer avant tout, pour voir qu'est-ce qui est réaliste pour vous, parce que la constance va être plus importante que la quantité ou la fréquence, à mon avis. Idéalement, si, par exemple, on a du contenu que c'est pertinent de l'envoyer aux 2 semaines puis vous êtes capable, allez-y. Si c'est d'envoyer aux semaines, allez-y. Mais si vous avez, par exemple, seulement un nouveau produit par mois ou des nouveaux... Il faut y aller avec le cycle d'achat, plusieurs paramètres en compte. Là. Mais j'ai goût de dire, miser sur la constance pour pas que les gens fassent « Voyons, c'est quoi ce courriel-là » puis qu'ils se désabonnent. Donc, peut-être une fois par mois, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça permet que les gens aient le temps de se souvenir un peu, mais ça dépend encore une fois du type de produit ou de service. Le meilleur contenu serait quoi? Ah, Gabrielle, il va falloir attendre encore un petit peu. Ça s'en vient. Je vais vous montrer ça. Au niveau des formulaires et des pop-up. Donc, ça, c'est des outils qui vous permettent d'ajouter des gens aussi dans votre liste. Donc, vous pouvez créer des formulaires qui vont apparaître sur votre site. Salut, veux-tu t'abonner à mon infolette? Mets ton courriel ici. Ou le pop-up, veux-tu notre 10%? Mets ton courriel ici. Donc, c'est assez simple à faire. Normalement, on va connecter notre infolette avec notre logiciel, notre boutique en ligne, avec notre infolette, c'est ça, ensemble. Puis, des fois, il y a un petit bout de code à la limite là, pour que ça fonctionne, pas tout le temps. Voilà. Travaillez votre message aussi. Parce que, tu sais, rejoindre l'infolette, c'est pas... Dis-moi qu'est-ce que j'ai à gagner. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que tu me proposes? Parce que c'est juste l'infolette, je ne veux pas que tu me gosses avec de la promo. Donc, qu'est-ce que tu as à me proposer comme contenu? Qu'est-ce qui est pertinent? Je vais reprendre Olivier. Olivier m'inspire ce matin. C'était comme 91% de mon meilleur contenu n'est pas sur mon blog. Là, ça, c'est une super bonne phrase d'accroche. Si j'aime le contenu d'Olivier qui est sur son blog, ben, je vais m'inscrire à l'infolette parce que je veux voir le contenu que l'autre bord. Je veux voir qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment. Donc là, ils sont allés titiller le fait que je suis curieuse. Donc, vanter les avantages. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que je vais manquer de ne pas m'inscrire? Parce que juste rejoindre l'infolette, ça me parle moins. Par contre, vous pouvez être créatif puis vous allez offrir plein de contenu de valeur avec ce que je vais vous montrer. Voilà. Fait que Gabrielle qui avait hâte de voir c'est quoi les idées de contenu. Et voilà. Donc, faire juste la promotion, c'est tannant. Bon, fait que là, je vais vous proposer plein d'autres idées d'aller valser dans plein de contenus. Martin, la question qui tue. Ah, j'aime ça. Quel serait le e-commerce, quel serait pour le e-commerce le meilleur accompagnement infolette et e-commerce? Exemple, Shopify et MailerLite pour qualité-prix. Effectivement, Shopify et MailerLite, c'est un bon combo. Shopify et Klaviyo peut être un bon aussi. Ce qui arrive aussi, ça dépend qui s'est chicané avec qui, en fait. Parce que MailChimp va bien fonctionner avec WooCommerce, entre autres. Donc, ça dépend vraiment des outils. Fait que, MailChimp et WooCommerce fonctionnent bien ensemble. Shopify, j'irai avec MailerLite ou Klaviyo. Wix, Wix, Squarespace, j'irai possiblement avec MailChimp ou MailerLite. Ce serait probablement ça. Puis si je tombe dans du plus lourd, là, comme du Magento ou des trucs comme ça, j'irai peut-être avec du Klaviyo. Parce qu'on a plus de données, c'est plus gros comme système.
Lightspeed, je connais pas bien les intégrations. Donc, je serais portée... je connais pas assez bien les intégrations pour savoir laquelle qui serait la meilleure, en fait. Donc, je peux pas vraiment répondre, mais j'irai peut-être à vue de nez, tout dépendant de ce que j'ai accès ou pas, possiblement avec MailChimp. Si j'ai plus d'accès, si je suis capable d'avoir l'information e-commerce, donc les commandes qui s'envoient, j'irai peut-être avec MailerLite. Mais je ne sais pas si ça communique ensemble. Bon, puis Lucie a répondu à Stéphanie par rapport à Lightspeed. Donc, avec Lightspeed, ça fonctionne bien avec MailChimp. Mais là, c'est à savoir, est-ce que la portion e-commerce, donc ce que les gens achètent, si c'est récupéré du côté de MailChimp, ça, malheureusement, je ne le sais pas. Sarah qui demande, pour avoir sur la page Shopify un pop-up qui donne un pourcentage en échange d'inscription à la newsletter, comment on fait? Donc, entre autres, un exemple avec MailerLite ou avec Klaviyo, je vais connecter mon Shopify avec lui, pouf, puis après ça, je vais aller créer mon pop-up du côté de MailerLite ou de Klaviyo. Et quand je vais l'activer, en fait, quand j'ai fait ma connexion, ça rajoute un petit bout de code qui me permet de faire afficher les pop-up comme bon me semble. Je n'ai même pas besoin d'aller rajouter une ligne de code, ça se fait tout seul. C'est de la magie. Marie, merci pour ta réponse. Avec Lightspeed, il y a une application qui communique avec MailChimp, Retail et Écomusée. Merci beaucoup pour la réponse, Marie. Donc, on a les informations. Fait que Lightspeed, à ce moment-là, fonctionnerait mieux avec MailChimp même que MailerLite. Excellent, merci. Je trouve ça cool quand la communauté m'aide aussi. Vous êtes bon matin, merci beaucoup. On va bien, je vous ramène. Donc, on va parler d'idées de contenu. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'en ai parlé de ce petit graphique-là, je l'aime beaucoup. C'est un graphique de HubSpot. Donc, les idées de sujets, vous allez devoir varier en divertir, inspirer, éduquer, convaincre. On va se promener dans les contenus. Vous en avez des choses à dire sur votre entreprise. Vous faites possiblement ce travail-là aussi sur votre infolette, dans votre blog, sur votre site, sur vos réseaux sociaux. Vous en avez des choses à dire. Puis votre entreprise ne se résume pas qu'à vendre des produits. Il y a une réflexion, il y a vos valeurs, votre mission, etc. Donc, mettez ça, tout ça de l'avant. Et si j'en extrais certains, donc par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, il y a un événement. Donc, je peux parler d'un événement qui s'en vient. Ça peut être de faire des études de cas. Donc, par exemple, je vends des produits pour la peau et telle personne fait de l'eczéma, donc je lui ai proposé tel type de produit parce que c'était ceux-là qui étaient les mieux adaptés. Ça peut être de faire, par exemple, vous voulez faire un webinaire, donc vous pouvez l'envoyer par votre infolette pour inciter les gens à s'inscrire. Ça peut être de faire un lien vers une vidéo de démo, par exemple, pour utiliser un produit ou un service. Ça peut être des communiqués de presse, ça peut être des guides, ça peut être des articles. Si vous écrivez du contenu à haute valeur ajoutée, par exemple, comment utiliser un produit ou un service, peu importe ce que c'est, mais vous pouvez mettre un extrait sur votre blog et quand on clique, là, on tombe sur le site web. Puis sur le site web, on lit le billet de blog au complet qui va proposer après ça un produit ou un service que vous allez pouvoir acheter. Les clients de votre infolette, ce sont les clients qui sont les plus faciles ou ceux qui ont le plus de chances de réacheter de nouveau. Donc, à ce moment-là, titillez-les, puis donnez-leur des idées pour acheter de nouveau. C'est important de comprendre aussi c'est quoi le parcours de votre client. Votre client, il achète un produit A. C'est quoi la suite logique? C'est quoi le produit B normalement qu'il achèterait ensuite? Ou le produit C, le produit D. Donc, c'est de voir c'est quoi le parcours. Puis, par exemple, un client qui achète un produit A, je vais lui parler de mon produit B ou de mon produit C parce que je sais que normalement, c'est un des deux qui va acheter. Ça peut être de divertir aussi. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un concours, vous faites des quiz, vous pouvez poser des questions, demander les avis aux gens, pourquoi ils recommanderaient votre produit ou votre service à ses amis, à sa famille, etc. Donc, on a vraiment beaucoup d'idées de sujets. Souvent, on est comme, OK, il faut que je parle de mes produits puis que je vende des trucs, mais c'est vraiment pas juste ça. Gabrielle qui a une autre question. Pour un lancement, combien de temps à l'avance devrions commencer à faire notre promotion? Exemple, landing page pour récupérer le plus de courriels possible pour envoyer l'infolette de lancement. Ça dépend tout le temps là, du produit ou du service, mais moi, je vais vous dire un bon mois avant. Il faut commencer à en parler, à jaser, à mettre la table, d'expliquer parce que sur le web, il faut répéter. Puis même si tu répètes 15 fois, il y a toujours quelqu'un qui, c'est comme si c'était la première fois qu'il en avait entendu parler. C'est normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, puis on ne lit pas toutes les mêmes affaires, puis on ne lit pas toutes ensemble au même moment. Fait qu'au moins un mois à l'avance, avec quelques rappels, bien évidemment, pour inciter les gens à s'inscrire. Puis ça va avoir l'air bizarre parce qu'on a toujours peur
d'achaler les gens, mais dans un contexte de lancement, il faut répéter quand même pas mal. Fait que là, il faut prévoir notre stratégie, mais au moins un bon mois avant pour se laisser le temps, avoir de ramasser tout le monde de différentes façons, que ce soit via notre site web, via les réseaux sociaux, via mon infolette, via de la pub, du Google Ads, etc., du Facebook Ads, etc. On a... Non, c'était pas ça la question. Parfait. On continue. Donc là, je vous ai parlé de qu'est-ce que je peux mettre dans mon infolette. Je vais vous donner des idées d'automatisation aussi. Donc, comment je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux proposer comme séquence? Là, je les détaille ici, puis on va y aller plus en profondeur après. Donc, je peux faire une séquence de bienvenue de 3 à 5 courriels. Là, je vais vous dire quelque chose, votre 10 là, vous le donnez tout trop vite. Faites-moi travailler un petit peu. Donnez-moi-les pas trop vite, mon 10 Une séquence suite à un premier achat aussi. Une séquence suite à un achat X ou après X nombre de dollars dépensés. Des séquences de trucs et astuces, des paniers abandonnés, puis des séquences sur comment utiliser un produit acheté ou comment l'entretenir. Fait que si on regarde la séquence de bienvenue, donc oui, je peux avoir mon courriel avec le fameux code promo. Bon, vous pouvez l'envoyer à différentes écoles de pensée. Il y en a qui le donnent tout de suite. Il y en a qui disent, ben attends au moins un courriel. Tu sais, donne un courriel de bienvenue, puis dis, ben ton coupon, tu vas l'avoir demain, par exemple. Il y a différentes écoles de pensée, mais souvent, en fait, on le donne trop vite. On donne le coupon, pour ça, les gens, ben, ils s'en foutent, fait qu'ils ne lisent pas le reste. Donc, on peut avoir un courriel qui présente l'entreprise, votre histoire, vos valeurs, qu'est-ce qui vous distingue, de faire un courriel aussi avec vos meilleurs vendeurs. Tous nos clients sont fans de. Puis là, vous indiquez vos meilleurs vendeurs. Parce que les gens aiment acheter des produits à valeur sûre. Donc, d'être sûr qu'ils ne se tromperont pas parce que tout le monde aime ça. Fait que c'est sûr que moi aussi, je vais aimer ça parce que je suis comme tout le monde. Vanter votre valeur ajoutée, comment votre produit va apporter à leur transformation. Donc, comment votre produit, votre service va les aider à aller mieux ou à faire des choses plus facilement. Comment ils vont être plus hot avec votre produit. Ou vous suivre sur le web, de faire des témoignages, le social proof. Donc, tu sais, Maude de Rimouski aime votre produit parce que X, Sarah de Montréal aime le produit pour Y. Donc, ça peut être une bonne façon. Je sais que ça a l'air beaucoup. Vous dites, ben voyons, on ne va pas vous mettre ça, je vais les gosser. Mais en fait, on ne les envoie pas toutes dans une heure. On les envoie, par exemple, sur quelques jours, peut-être sur une semaine et demie. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens rentrent dans l'univers. Fait que, au-delà d'avoir le coupon, je leur explique pourquoi mon entreprise, comment mon entreprise peut les aider, c'est quoi mes produits, etc. Puis je vous rappelle que 100% des gens reçoivent l'infolette. C'est pas juste un 5 à 8. Sur Facebook, cette séquence-là, une à la suite de l'autre, ils ne l'auraient pas. Ils ne la verraient pas. Donc, sur le courriel, j'ai une bonne chance. En fait, bon, les gens ne liront peut-être pas les 5 courriels, mais ils vont peut-être en lire un ou deux. Puis au moins, ils vont être plus conscientisés à mon entreprise. Marie-Joëlle qui demande si le document de la présentation nous sera envoyé après le webinaire. Oui, bien sûr. Et sinon, je remonte juste une question en haut. Donc, quelle est la règle d'or pour le fameux code promo à l'inscription à l'infolette, justement? On essaie d'aller comme un 10 à 15 %, n'est pas nécessairement plus haut que ça. Non plus. Ce qu'on veut, c'est juste déguidiner en bon québécois, donc déniaiser le futur acheteur. OK, vas-y, là, tu vas sauver un petit peu, puis ça peut être la livraison gratuite aussi que vous pouvez offrir comme coupon pour juste un pourcentage. Ça peut peut-être faire la différence. Puis, comme je disais tout à l'heure, ben, oui, on peut le donner en premier comme une séquence de bienvenue, mais ça pourrait très bien être donné au bout de quelques courriels, ou plutôt que de dire mets ton courriel pour avoir 10 %, ben, ça peut être consulte nos trucs, puis au bout des trucs, on va donner un coupon, par exemple. Donc, ça, c'est une bonne façon de dire, ben, je te montre ma valeur, puis comment utiliser mon produit, puis comment ça peut aider, puis comment tu vas améliorer ton quotidien avec mon produit. Puis regarde, au bout, je te donne un coupon. Habituellement, ceux-là marchent bien d'ailleurs parce que les gens, ils aiment les trucs, ils aiment les astuces, puis quand ils sont rendus au bout, ben là, ils ont, tu sais, comme, OK, là, écoute, on m'a donné tous ces trucs-là, je n'ai pas le choix d'utiliser, puis là, on me donne un coupon. Go! Donc, ça améliore beaucoup. Ensuite, tu as fait une séquence suite à un premier achat. Remercier les gens. Ils vont recevoir leur confirmation de commande avec comment ça leur a coûté sur leur carte de crédit. Vous pouvez envoyer un petit courriel aussi à merci de ton premier achat. J'apprécie que tu encourages mon entreprise, etc. Ça peut être un courriel aussi avec des informations additionnelles sur la livraison et les retours.
Ça peut être un courriel aussi après la réception du produit. Si on sait que ça prend à peu près 2 semaines, bien, au bout de 2 semaines, il reçoit un courriel pour dire, bien, regarde nos billets de blog qu'on écrit ou regarde quel truc, quelle astuce tu peux utiliser pour maximiser l'utilisation de ton produit. Ça peut être un courriel un peu plus tard pour inciter à donner un avis. Puis, comment tu le trouves? Mon savon, comment tu le trouves? Mon jeu de société, comment tu le trouves? Telle affaire. Ça peut être un courriel pour parler si vous avez, par exemple, un programme de fidélité ou de référencement, donc avec des points de « Hey, savais-tu que si tu t'inscris dans le programme, telle affaire, ça peut t'inciter à avoir des avantages. » Donc, à dire « Hey, ça vaut la peine d'inscrire-toi. » Ou je ne l'ai pas mis là, mais ça peut être aussi « Hey, tu dois avoir terminé ton produit, clique ici pour acheter de nouveau. » Mathieu qui dit peut-être une question stupide. Non. Il n'y a jamais de question stupide. Comment éviter la duplication de comptes pour ne pas donner un rabais à plusieurs reprises au même client? Les coupons fonctionnent tous avec les courriels. Il va toujours y avoir des petits wise qui vont avoir 6 courriels pour avoir 6 coupons rabais. Mais ça, j'ai goût de dire, c'est 0,1% peut-être, 1% de votre clientèle. À moins qu'il y ait vraiment de l'abus, puis qu'on voit que là, finalement, je ne sais pas, cette personne-là a beaucoup d'amis. Moi, je laisserais passer. Là. Au moins, il achète. T'sais, il pourrait décider de juste pas acheter pantoute. C'est toujours ça qui est embêtant. Là. Mais ça fonctionne avec le courriel. Donc, souvent, les courriels comme de 10%, mais c'est une utilisation par courriel. Donc, si la personne réessaie d'utiliser 10% encore une fois avec son courriel, ben, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est ça. Mais il y a toujours des gens avec comme 10 courriels différents. Puis voilà. Sinon, si vous voulez vous baquer que c'est une problématique, bien, c'est par une adresse de livraison physique. Là, ça serait surpris. Là, ça vous donne juste un effet de levier pour dire là, tu as utilisé le coupon, mais tu n'es pas supposé. Parce que c'est par adresse de livraison. Ça serait surprenant que cette personne-là ait 10 maisons. En tout cas, j'y souhaite pas. Ça pourrait être une autre solution aussi, mais encore, je pense que c'est mettre une barrière de plus pour le 1% qui va vraiment faire ça. Voilà. Je pense que ça fait le tour pour les questions. C'est super. Ensuite, on a d'autres idées de séquences. Donc, par exemple, suite à un achat X ou après X dollars dépensés. Donc, je peux remercier. Par exemple, quelqu'un, ça fait 5 fois qu'il achète où il a dépensé plus de 500 dollars ou 200 dollars. Là, c'est vraiment un bon client. Bien, un remerciement pour le remercier. Hey, merci de toutes tes commandes. Tu es un de mes clients chouchou. Merci, je t'aime. D'envoyer un code promo. Puis, s'il y a un programme de référencement qu'ils ne le connaissent pas, bien, ça peut être d'en parler. Donc, par exemple, savais-tu qu'on peut te créer un code promo, par exemple, mot 10, puis qu'à chaque fois que tes amis achètent, ben, eux, ils ont 10%, puis toi, ça te donne, par exemple, 10%. C'est comme un mini-influenceur ou un nano-influenceur. Donc, remerciez aussi vos clients qui achètent régulièrement. Tu sais, là, ça fait 5 fois qu'ils achètent, tu peux y redonner un autre 10%. Puis il va être content, là, cool. Puis là, il est obligé d'acheter une 6e fois ou de racheter pour un autre 100 $. Yeah. Donc, vous êtes gagnant. Des trucs et des astuces aussi. Donc, vos produits, vos services, vous avez tout. Il y a tous des trucs et des astuces que vous donnez à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Donc, ça peut être, par exemple, donner un truc par jour pendant 5 jours pour l'utilisation optimale de vos produits. Il y avait quelqu'un plus tôt qui était avec les jeux de société. Par exemple, ça peut être les 5 jeux de société à jouer durant ta semaine de relâche ou pour Noël. Ou, je ne sais pas moi, pour cet été au chalet. Donc, ça peut nous donner des trucs, les recommandations des 5 meilleurs jeux, puis pourquoi. On avait une entreprise tout à l'heure dans les vêtements. Donc, ça peut être, par exemple, 5 façons de porter un produit en particulier. Donc, 5 styles pendant 5 jours. Puis, au bout du compte, ben, tu peux donner un rabais ou pas. Ça peut être des suggestions d'utilisation de votre produit. Ça peut être du marketing de contenu. Donc, avec votre blog, que vous mettez déjà de l'énergie, ben, sortir les articles qui ont le mieux fonctionné, par exemple, sur les réseaux sociaux, et en faire une série des meilleurs trucs pour X. Puis le contenu, vous l'avez déjà, en fait, il est sur votre blog. Donc, tu sais, ça vous prend, le temps que ça va vous prendre, c'est monter l'automatisation et choisir votre courriel. Vous avez 0 contenu à créer. Tout existe déjà. Ce qu'on veut, c'est brasser et réutiliser ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà fonctionnel pour l'automatiser, puis proposer du contenu, sortir les petits bijoux, les petits diamants pour faire après ça des séries qui vont être super appréciées par les clients. Le panier abandonné,
quelqu'un qui s'est rendu assez loin puis qu'on a le courriel, là, cette personne-là, on veut la relancer. Là, coucou, t'as oublié ton panier, oublie-moi pas. Donc, inciter les gens à réacheter. Ça peut être de revalider les valeurs ajoutées. Par exemple, un premier courriel qui dit « Hey, salut, t'as oublié ton panier ». Ça peut être un autre courriel qui dit « Ben, savais-tu que nos produits font X, Y, Z ». Ça peut être un courriel aussi qui dit « Hey, si tu as des questions, là, tu peux me contacter. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Laisse-moi t'aider. » Puis, vous allez vous rendre compte que, on l'utilise dans différents contextes. Les gens, ils nous répondent. C'est comme s'ils pensaient que c'était moi qui avais vraiment écrit ou le client qui avait vraiment écrit, mais c'est automatisé. Puis, ben là, j'hésite parce que X, parce que Y, parce que Z. Donc là, vous, ça vous donne au moins un effet de levier pour voir, OK, cette personne-là, elle n'a pas acheté pour telle raison. Est-ce que c'est ma fiche de produit qui n'est pas claire? Est-ce que c'est ma description de produit? Est-ce que je peux conquérir ce client-là? Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'il achète? Ça peut être de proposer un code promo. Vous êtes mieux de donner, par exemple, un 10 ou 15 pour ne pas perdre la vente que de juste la laisser partir. Par contre, le code promo, il faut qu'il travaille pour. Donc, c'est au bout de quelques courriels. Et finalement, on peut aussi essayer de le convertir dans l'infolette. Alors, on voit que tu n'as pas acheté. Est-ce que tu serais intéressé à suivre notre infolette pour vendre nos prochains produits? Fait que tout ça, en fait, peut faire partie d'une séquence. Vous pourriez avoir les 5 courriels ou sinon les 2-3 qui vous plaisent le plus. C'est vraiment des idées de séquences, en fait, complètes dans chacun des cas que vous pourriez faire, mais c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Mais entre autres, moi, un des experts que je suis, un des experts Shopify à Chicago qui s'appelle Kurt, lui, toutes ses séries de courriels abandonnés font au moins 5 courriels. Il donne un coupon à un moment donné dans le processus, là, mais lui, c'est sa recommandation qui voit beaucoup de positifs. Pardon. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut faire ça, le panier abandonné, même si notre client ne s'est pas créé de compte? Parce que sur notre site web, il n'y a pas la possibilité de créer un compte. Tant que tu as son courriel, oui. Ensuite, Béatrice, nouvelle dans le web, pas encore de boutique en ligne avec MailChimp. Puis-je automatiser mes envois pour remercier, proposer ensuite des ateliers, webinaires, coaching individuel et si oui, comment? C'est possible de le faire avec des automatisations. Par contre, là, ce qui est particulier, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une date de départ fixe. Fait que ça va dépendre des outils. Je ne sais pas si avec MailChimp, ça se fait. Je sais qu'avec MailerLite, ça se fait, mais avec MailChimp, il faudrait dire il faut que l'automatisation décolle, par exemple, sur un atelier le 2 mars, bien que le courriel automatisé parte le 3 mars, par exemple. Mais oui, en théorie, ça se fait. D'autres idées de contenu, j'ai beaucoup parlé des automatisations, mais des idées de contenu en général pour mettre dans vos infolettes, pour meubler, parce qu'il y a vos infolettes mensuelles là, que vous allez écrire, puis il y a les automatisations, ça peut être des trucs, des astuces, comment tirer le meilleur parti de votre produit, parler de l'évolution de votre entreprise, des promotions en cours, répondre aux questions les plus posées. Ça, c'est bon à envoyer aux gens qui n'ont jamais acheté. Vous avez la question tantôt, qu'est-ce que je fais avec les gens qui n'achètent pas encore? Ben, on peut leur donner, dire, hey, voici les questions les plus posées, puis voici pourquoi tu devrais être en confiance. Les inviter à partager leur unboxing, par exemple, dire hey, utilise le hashtag ou tag-nous sur les réseaux sociaux quand tu vas recevoir ton produit, faire des partenariats avec des entreprises ou des organismes qui partagent les mêmes valeurs aussi. Donc, ça peut être super intéressant là aussi à exploiter. Finalement, on va parler un petit peu de loi C-28. La loi C-28, là, je ne suis pas juriste, fait que je sors les informations, mais c'est sûr que je vais vous donner un outil là, qui va vous aider pour être sûr de respecter la loi. C'est super important. Donc, la loi C-28, elle ne s'applique pas juste au courriel. On l'a beaucoup associé au courriel puis au spam, mais c'est toutes les communications électroniques. La loi C-28, en fait, elle est basée sur la notion de consentement. Donc, je consens à ce que tu m'envoies de l'information promotionnelle. Donc, la loi, en fait, canadienne, ça interdit l'envoi de messages électroniques commerciaux, sauf s'il y a un consentement qu'on appelle exprès ou tacite. Puis, je vais vous expliquer la différence entre les deux dans une ou deux slides. La loi C-28, ça coûte cher. Ça, c'est des chiffres qui viennent de Certimail. C'est un outil que je vous recommande un petit peu plus loin d'ailleurs. C'est plus de 6 millions d'amendes qui ont été imposées. Puis, comme vous pouvez voir, il y a eu 980 000 plaintes enregistrées. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se plaignent de recevoir des courriels qui ne sont pas sollicités et qui n'ont pas demandé. Ça, c'est pas cool, ça.
La loi C-28 nous met un petit peu les bâtons sur les roues parce que c'est une des plus sévères dans le monde présentement. Je sais qu'en Californie, ils se brassent d'autres affaires aussi, là. Donc, pour l'instant, c'est nous autres qui a la règle la plus sévère au monde. Puis il dit, il faut que j'aille consentir à recevoir de l'information. Donc, le consentement exprès, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, si c'est moi qui dis... En fait, est-ce qu'ils ont dit oui, tu peux me contacter? En fait, c'est sûr. Est-ce que moi, j'ai donné l'autorisation à ce qu'ils me contactent? Par exemple, en m'inscrivant en infolette ou en donnant dans un échange un courriel, par exemple. Quand ils nous demandent à la caisse, là, salut, est-ce que je peux avoir ton courriel? Ça, c'était pour avoir un consentement exprès. Est-ce que les gens ont consenti à ne recevoir que certains types précis de messages électroniques commerciaux, comme par exemple un bulletin d'information? Donc, les gens peuvent aussi consentir, dire, moi, je ne veux pas nécessairement avoir tout, je veux avoir juste une portion. On l'a vu tantôt, un peu plus tôt que mon exemple avec les petites cases à cocher. Là. Donc, si par exemple, quelqu'un veut seulement recevoir les formations, puis que là, vous y envoyez d'autres choses, techniquement, vous ne respectez pas votre propre entente que vous avez fait. Est-ce qu'ils sont inscrits via un formulaire, papier ou sur le web? Ça, c'est l'autre élément aussi. Donc, ça, c'est tous des consentements qui sont exprès. Et ce que je vous recommande aussi, c'est d'activer ce qu'on appelle le double opt-in. Ça, cette option-là est disponible partout. En fait, c'est quand je m'inscris à une infolette, ça m'envoie un courriel pour dire « Salut, est-ce que tu peux confirmer que tu t'inscris? » Fait que ça vous permet, vous, de prouver que la personne s'est bel et bien inscrite et qu'elle a consenti à donner son courriel pour l'ajouter à la liste. Fait que ça vous dégage un peu, en tout cas, ça vous aide à prouver votre point si jamais vous étiez pris à défaut. De dire, regarde, cette personne-là, elle a vraiment mis son courriel, c'est elle qui s'est elle-même inscrite. Voilà. Moi, ce que je recommande aux clients en général, c'est plutôt de dire, regarde, laisse les gens s'inscrire eux-mêmes, comme ça, tu as la tranquillité d'esprit que c'est toujours eux qui ont pris le lead de. Mais il y a le consentement tacite que je vais parler juste après. Personnellement, j'ai mieux travailler avec le exprès, même si ça fait qu'on a moins de monde, parce qu'au moins, on est sûr que ceux-là, s'il y a quelque chose, on peut toujours prouver. Dans les magasins, ils nous demandent que le courriel, sans expliquer que c'est pour l'infolette, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas si c'est suffisant au terme de la loi. Comme je disais tantôt, je ne suis pas juriste. C'est effectivement une zone grise, je trouve, à mon avis. Je pense qu'il faudrait le spécifier, mais c'est sûr que si on le spécifie, salut, c'est pour t'envoyer de la promo, ça se peut que les gens disent non. Fait que c'est ça. Mais vous avez toujours le droit, soit en passant, de refuser au niveau de l'infolette. Je vous mets ici les liens avec Combattre le pourriel, qui est le lien du gouvernement, et Cyber Impact aussi, qui ont vraiment un gros dossier par rapport à la loi C-28. Le consentement tacite. Donc, par exemple, c'est des gens qui ont donné leurs coordonnées en ligne ou qui ont donné une carte d'affaires. Là, on s'en donne moins présentement. Mais bon, dans le temps que si les coordonnées sont visibles sur le site web, puis à moins que sur le courriel, c'est écrit ne pas... c'est un peu comme sur les boîtes à mal, pas de colporteur, c'est un peu le même principe. Là. Donc, si c'est écrit ne pas entrer en contact ou pas d'info promotionnelle, vous n'avez pas le droit de prendre le courriel sur le site web puis de l'ajouter dans votre liste, mais très honnêtement, il y a comme personne qui marque ça dans leurs informations de contact. Ils laissent le courriel là, puis on vit avec les conséquences. Si vous avez déjà une relation d'affaires avec cette personne-là, par exemple des clients, des associés, des donateurs, des partisans, des bénévoles, des membres, vous avez le droit de les contacter. Puis, depuis combien de temps votre dernière interaction avec le destinataire? Par exemple, si quelqu'un a acheté sur votre site web, techniquement, selon le consentement tacite, vous avez 24 mois pour entrer en contact avec eux. Moi, à ce moment-là, ce que j'aime bien faire, c'est d'envoyer, peut-être quelques jours à une semaine plus tard, après leur achat, d'envoyer un courriel pour les inciter à s'inscrire à l'infolette. Moi, personnellement, j'aime mieux travailler avec l'exprès parce que je trouve qu'on a une tranquillité d'esprit. Donc, je préférais faire cette tactique-là, mais techniquement, vous auriez le droit de leur écrire pendant 24 mois. Ou d'une demande de renseignement, donc juste quelqu'un, par exemple comme un panier abandonné, là, techniquement, vous pourriez, c'est un peu comme une demande de renseignement, là, mais vous pourriez leur écrire pendant 6 mois. Il y aurait ça qui serait possible de faire aussi, mais je vous recommande vraiment d'aller plutôt vers le exprès, donc d'inciter les gens à mettre leur courriel ou d'essayer de les convertir pour qu'ils s'ajoutent à votre infolette, parce que là, souvent, ils vont être là, puis ils sont, en guillemets, là pour toujours jusqu'à temps qu'ils se désinscrivent. Tandis que là, vous avez la responsabilité de suivre les clients, puis qu'au bout de 24 mois, vous ne leur écrivez plus. Du côté de Cyber Impact, c'est ça qui est le fun, ça se fait tout seul. Fait que ça, c'est cool, mais avec Klaviyo, avec MailChimp, avec MailerLite, vous êtes responsable de vérifier les dates. Fait que ça, c'est une problématique aussi.
D'où ma recommandation de privilégier plutôt les sources exprès qui sont plus faciles à prouver avant le cas d'une plainte. Gabriel qui dit « Le fait de remettre sa carte d'affaires à quelqu'un ne veut pas dire que l'on consent à recevoir leur infolette. » Oui, c'est vrai, mais en même temps, de donner une carte d'affaires au sens de la loi, là, ça pourrait être un motif raisonnable et logique d'être ajouté à l'infolette, à moins qu'on ait dit à la personne qu'on ne voulait pas. Mais c'est ça. Mais c'est dans la liste là, de ce qu'on a. Je vais l'ouvrir ici, je vais vous le montrer. Là. On l'avait ici. Super de beau visuel. Là. Je vais juste le zoomer parce que ne devez pas voir grand-chose. On le voit ici, là. Donc, les consentements tacites, la carte d'affaires, une relation privée en cours ou le courriel affiché publiquement en lien avec le domaine d'activité, ça serait, selon le sens de la loi, correct. Mais comme je vous dis, moi, je vous conseille de vous limiter au exprès. Le exprès étant une acceptation verbale, une preuve électronique, donc par exemple, quelqu'un qui s'est inscrit via le formulaire, ou une preuve papier, par exemple, les petits papiers quand vous inscrivez à des concours. On voit que c'est une loi qui est super. Idéalement, il faudrait enregistrer vos conversations. Enregistrer la preuve du consentement à la preuve électronique, ça va parce que c'est le double opt-in où on le voit que la personne s'inscrit elle-même. Puis la preuve papier, bien, idéalement, il faudrait conserver les petits papiers, donc les scanner, advenant le cas d'une plainte. Voilà. L'autre chose aussi, au-delà du consentement, des indications claires sur les coordonnées de l'organisation, c'est hyper important. Donc, le nom de l'expéditeur, le titre de l'expéditeur, le nom commercial, le numéro de téléphone, l'adresse postale. Puis je sais que dans le lot, il y a peut-être plusieurs travailleurs autonomes. Vous n'avez techniquement pas le choix de mettre une adresse. Vous pourriez mettre une adresse de casier postal, par exemple. Mais vous n'avez pas le choix de mettre une adresse physique et finalement, le site web. C'est vraiment, il faut que les gens puissent clairement identifier dans chacun des envois que vous faites qui vous êtes, quelles sont vos coordonnées pour vous rejoindre. Et proposer un mécanisme de désabonnement. Donc, soit un lien en évidence pour se désabonner. Des fois, il y en a, il faut qu'on mette des lunettes puis une loupe pour être capable de le voir. Et le désabonnement peut se faire manuellement. Par contre, j'ai 10 jours pour le faire. Donc, si un client m'écrit en disant « Enlève-moi ton infolette, s'il te plaît », vous avez 10 jours pour répondre à la demande. Vous devez être capable de prouver la méthode d'inscription. Donc, comment les gens sont inscrits? Est-ce que c'est, par exemple, un formulaire, une liste de clients actuels de moins de 2 ans, qu'ils ont fait un achat, qui ont accepté de recevoir vos communications dans le processus d'achat, qui sont inscrits via un événement, un salon ou un concours, à quelle date ils se sont inscrits et jusqu'à quelle date ils sont valides dans le cas des tacites. Donc, par exemple, ceux avec qui on a une relation d'affaires mais qui n'ont pas accepté eux-mêmes, ne sont pas inscrits eux-mêmes à l'infolette. Marco qui demande, est-ce qu'on doit se faire un fichier pour ça? Oui. Donc, vous devez vous créer un fichier, un Excel, un Google Sheet, peu importe ce que vous êtes plus à l'aise, pour colliger toutes ces informations-là. Oui. Si vous voulez, idéalement, quand vous allez être prêt à envoyer vos infolettes ou vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, du moins, j'ai une liste de courriels que je traîne depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il existe un organisme au Québec qui s'appelle le Certimail qui permet de payer pour une certification. Donc, ça permet de s'assurer que votre entreprise, elle est bien, qu'elle respecte bien la loi anti-pourriel. Puis d'être sûr que vous êtes correct, puis ils ont différents taux de conformité. Il y en a pour les entreprises individuelles, les petites entreprises, puis les plus grosses entreprises. Donc, il y a différents forfaits. Là. Fait que ça, si vous êtes stressé, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, il existe cette entreprise-là qui peut vous aider à vous assurer que tout est légal. Parce que vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous savez, il faut vous assurer que vous accumulez les courriels de façon légale, puis que vous êtes légal dans votre façon de faire aussi. Voilà. Puis là, c'est un petit bout de plate qu'il faut savoir. Fait que, votre vieille liste de courriels, la seule une qui traîne dans un tiroir, vous ne savez pas trop d'où. Vous êtes peut-être mieux de ne pas l'utiliser, surtout si ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas reçu ils n'ont pas reçu de communication de votre part. Ça ne donnera pas grand-chose. Vous êtes mieux de partir à 9 avec pas grand monde, mais à tout le moins, vous allez être certain que les courriels sont tous légitimes. Ça va vous protéger. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. J'avais mis 1h30, 1h34. Yes! Si vous avez encore des questions, c'est le temps. Pitchez-moi toutes vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, continuez de vous accompagner là-dedans. Isabelle qui dit, si noter cette enseigne, est-ce qu'on aurait avantage à faire une infolette qui demande au destinataire de se réabonner?
Oui, ça pourrait être ça. Je ne sais pas si elle est ancienne de combien de temps, puis depuis combien de temps elle n'a peut-être pas été utilisée. Parce que si ça fait très longtemps, tu sais, peut-être que, bon, dans le fond, moi, je ne passerais même pas à cette étape-là. Je repartirais carrément à neuf. Là. Eve qui dit, tu as parlé de faire un Excel, peux-tu redire pour quelle raison? C'est pour ici, pour être capable de prouver la méthode d'inscription. Du côté de Cyberimpact, ça se fait, en fait, ça fait partie du logiciel, mais pour les autres, il faut être capable de prouver. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, moi, vous avez fait un pop-up shop, vous avez participé à un événement, vous avez fait un concours, quelque chose, votre liste, bien, vous devez la conserver, puis vous devez vous faire, par exemple, un Excel pour dire, OK, bien, ça, c'est les gens qui sont inscrits à telle date. Donc, techniquement, jusqu'à telle date, j'ai le droit de les contacter. Donc, de garder des preuves là, sur, je ne le dirai pas, sur les ajouts qui ont été faits, surtout dans les cas tacites. Donc, je rappelle, un express, c'est quelqu'un qui va s'être inscrit lui-même sur le site web ou qui va vous avoir dit, oui, oui, tu peux m'ajouter à ton infolette, ou encore quelqu'un qui va s'être inscrit à un concours. En fait, techniquement, c'est un exprès, mais il faut quand même que tu gardes la preuve que la base, c'était le courriel. Je vais remonter. Vous avez posé quelque chose. Oui, depuis 5 ans. Ouais, j'avoue que si ça fait depuis 5 ans puis qu'il n'y a personne qui a. Il n'y a rien qui est envoyé depuis 5 ans, moi, je repartirai à 9. 5 ans, ça fait comme 20 ans en web, fait que c'est trop long. Alexis, nous avons une audience jeune de 14 à 25 ans. Est-ce que vous pensez que ça reste pertinent de mettre de l'effort dans notre newsletter? Ah, c'est une bonne question. Parce que je sais que les jeunes maintenant, ils ont moins de courriels, je pense. Je sais que pour parler avec certains entrepreneurs, c'est beaucoup par texto que ça se fait. Je serais curieuse, en fait, moi, je ferais une étape supplémentaire pour valider qui a des courriels et s'ils ont un intérêt, une espèce de sondage sur peut-être Facebook ou Instagram ou peu importe les réseaux sur lesquels vous êtes, là, je testerai. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si dans cette tranche d'âge-là, les courriels vont les intéresser, puis si c'est la meilleure façon de les rejoindre. Je testerai avant. Je fais une espèce de sondage Voxpop pour voir. Marie qui dit, j'ai fait ça récemment, un ménage. J'ai désabonné les gens, mais je leur ai envoyé un lien de réabonnement avant de le faire. Effectivement, c'est une bonne pratique. Puis en fait, vous devriez faire du ménage régulièrement dans votre liste. Par exemple, si vous voyez que quelqu'un n'a pas ouvert une infolette depuis 1 an, vous pouvez la retirer. Parce qu'en fait, c'est juste un corps mort. Dans ça, là, il vous prive d'un courriel à envoyer à quelqu'un qui est peut-être plus intéressé par vos produits, qui est plus réactif. Donc, si quelqu'un n'ouvre pas vos infolettes, au bout d'1 an, moi, je ferai du ménage régulièrement pour garder votre liste, entre guillemets, propre, puis que ce soit seulement des gens intéressés qui reçoivent l'infolette, plutôt que de payer plus cher pour des gens qui, anyway, n'achèteront pas parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas ouvert. Ensuite, Daniel, si j'ai envoyé un courriel pour dire d'aviser s'ils veulent être désinscrits à SAC. C'est une bonne question. Je ne le sais pas. Je ne sais pas à quel point, parce qu'en fait, je ne sais pas. Je pense que pour celle-là, ça pourrait être une bonne question à vérifier avec Certimail, entre autres. Je ne sais pas à quel point c'est légal. J'ai l'impression que c'est pas assez loin, mais en même temps, Gabrielle qui demande aussi, est-ce que tu as des suggestions pour comment aller chercher des courriels? Ben, c'est de proposer du contenu. Donc, c'est de dire, voici notre série de 5 trucs ou 10 trucs pour faire ça. C'est si tu t'inscris en infolette, tu vas avoir un coupon rabais. C'est si tu veux avoir nos offres de lancement de produits avant tout le monde, mets ton courriel. Qu'est-ce qui peut être une valeur ajoutée? Je ne sais pas qu'est-ce que tu offres comme produit ou service. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Est-ce que les gens vont apprécier tes produits, tes services, puis t'en servir comme effet de levier? Donc, des trucs, des astuces, de recevoir les trucs avant tout le monde, faire des codes promo, etc. Sarah, si tout se fait par MailChimp ou MailerLite, pas besoin de Excel list, c'est juste pour les collections physiques de courriels. Oui, sauf en fait pour tout ce qui est tacite. Donc, par exemple, quelqu'un qui a acheté sur mon site web, mais qui ne s'est pas inscrit à l'infolette, là, il est dans mon MailerLite. Fait que techniquement, je suis capable de trouver une façon d'envoyer un courriel. Fait que moi, il faut quand même que j'aie la date peut-être de l'achat. Donc, la date d'ajout d'inscription, puis d'être sûr que ça fait moins de 2 ans s'il a acheté, mais qu'il n'est pas abonné. Donc, ça peut être un Excel ou ça peut être à ce moment-là, sinon, juste de se mettre, de s'assurer d'avoir une note dans nos champs. Là, le premier achat ou la première fois qu'il est apparu, là, c'est telle date. Et est-ce qu'il est abonné, oui ou non, puis de faire une règle de segmentation à partir de là. Lydia, à propos des textos, une entreprise m'a contacté pour setter une campagne de textos
apparemment, le taux de succès est très bon. Est-ce que c'est une bonne tactique? Il me semble que moi, je trouve ça vraiment intrusif. J'avoue que moi, là, c'est très personnel, moi aussi, je trouve ça intrusif. Par contre, effectivement, je sais que ça marche. Puis ça marche possiblement avec une clientèle qui est plus jeune. Nos fameux 14 à 25 ans, c'est peut-être pas l'infolette qui va les intéresser plus que le texto. Donc, moi, je pense que si ça fonctionne, ben écoute, go for it. C'est pas. Lâche pas pour ça. C'est pas parce que toi, tu trouves ça intrusif que tout le monde trouve ça intrusif. Et en fait, peut-être que tes stats en ce moment te donnent tort ou en fait donnent raison à l'entreprise qui t'a proposé ça. Fait que non, je ne cracherai pas là-dessus, moi, personnellement. Marie, si on envoie peu d'infolettes, est-ce quand même pertinent de mettre en place un système avec des thèmes d'infolettes, promos, nouveautés, et de laisser le choix aux abonnés de s'abonner ou non, pardon, à certains? Ça dépend du produit ou du service. Effectivement, si on en envoie peu, j'aurais tendance à tout envoyer parce qu'effectivement, si les gens reçoivent un courriel aux 6 mois ou un courriel aux 4 mois selon le thème, j'avoue que ça fait long, là. Donc, ça dépend du produit ou du service, mais effectivement, si on pense que quelqu'un peut passer plusieurs mois sans recevoir un courriel, je ne ferai pas de segmentation à ce moment-là, puis j'enverrai tout. Jean-Pascal, est-ce que le pourcentage de clics et le pourcentage d'ouverture, quelles seraient les mesures intéressantes pour évaluer l'efficacité de mes infolettes si je ne fais pas de e-commerce ou je ne vends rien directement via l'infolette? Je suis en B2B2C. À ce moment-là, c'est sûr que c'est le taux d'ouverture moi, que je surveillerai en premier. L'autre chose, je ne sais pas qu'est-ce qui est dit dans ces infolettes-là en ce moment, mais ça peut être de voir aussi qu'est-ce que ça donne comme impact. Est-ce que ça donne, les gens, ils envoient un courriel ou ils appellent? C'est quoi s'il n'y a rien à cliquer parce que c'est juste informationnel, il n'y a rien à acheter en ligne, à ce moment-là, je verrai peut-être le taux d'ouverture comme étant une preuve de succès, mais surtout les commandes peut-être qui viennent au bout de ça. Je ne sais pas c'est quel produit, des fois c'est plus difficile de juger, là, mais ouais, au niveau du pourcentage de clics, à moins que ça pourrait être de faire, par exemple, dans le courriel, il y a un formulaire à remplir, ou de dire comme cliquez ici pour prendre rendez-vous, quelque chose, ça serait des mesures de succès aussi pour voir si c'est un bon taux de clic. Ça dépend du type de produit. Si c'est un produit qui est très cher, peu cher, le nombre d'étapes que ça prend aussi avant de se rendre au bout du processus. Donc, moi, le taux d'ouverture, je viserais sur ça en premier, à tout le moins pour mesurer l'intérêt. Donc, si on a du 30 à 40 moi, je suis contente. Je pense que c'est un bon taux. Plus vous avez en ça, mieux c'est. Daniel, est-ce que l'infolette peut aussi devenir la liste VIP du site web? Certainement. Et c'est souvent utilisé pour ça, en fait. Donc là, c'est comme, hey, t'es spécial parce que t'es inscrit à notre infolette. Je vais te parler de produits ou de trucs avant tout le monde. Ça, c'est très pratique. Aussi, les gens ont utilisé beaucoup cette tactique-là l'année passée dans le temps du Black Friday. Donc, ça fait partie de la liste VIP. Il y a la compagnie Coco Village aussi qui a fait du gros marketing là-dessus. Donc, si tu t'inscrivais dans la liste, au 1er novembre, tu avais accès au calendrier, mais au catalogue cadeau avec tous les produits. Puis, tu avais une carte cadeau en plus que tu pouvais utiliser. Fait que ça a vraiment bien fonctionné dans leur cas. Gabriel, sur Facebook ou Insta, est-ce qu'un courriel ne serait pas légal? Moi, je ne suis pas sûre que tu es capable de les récupérer par là. Moi, je m'assurais qu'ils remplissent le formulaire. Mélanie, connais-tu des experts MailChimp? Ici, les automatisations, les double opt-in ne fonctionnent pas, mais le lien entre MailChimp et WooCommerce est pourtant connecté puisqu'on voit les ventes générées de notre infolette avec les achats en ligne via notre infolette. Il faudrait vérifier. Je vais envoyer des noms de personnes par courriel avec là, les informations aussi. Là, je vais donner quelques références, effectivement, d'experts MailChimp. Il y en a quelques-uns au Québec. Béatrice, je ne peux pas être présente à 9h, arriver en retard. Est-ce que c'est prévu des formations plus spécifiques techniques par outil? Ah, ça, il faut demander au CQCD. Et du côté d'André, utiliserais-tu les foulettes pour envoyer un communiqué de presse à un groupe média? Ah, ouais, comme un envoi de communiqué de presse. J'aurais eu tendance à l'envoyer moi, directement à partir de mon courriel. Mais là, c'est plus personnel. Je ne suis pas sûre que je passerai par une infolette pour ça. Parce que je veux être sûre que ces médias-là le reçoivent et que je ne tombe pas dans le spam. Fait que je ferais plus une action personnalisée pour ceux-là.
Béatrice qui dit qu'elle n'a pas compris ma réponse. En fait, il faut demander au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, on va faire une demande à l'organisation qui a organisé la formation aujourd'hui pour dire « Hey, on aimerait savoir des ateliers plus poussés sur MailChimp ou d'autres plateformes. » Ensuite, autre question. J'essaie de voir ici. Martine, si notre Facebook est fort, est-ce que les invités à s'abonner à notre infolette de notre site web peuvent être performants en énumérant les avantages? Oui, c'est une bonne tactique à faire. Donc oui, moi, je le mettrais de l'avant. Dire pourquoi s'abonner à l'infolette, qu'est-ce que ça donne de plus. Surtout si votre Facebook est fort. Parce que souvent, en fait, l'infolette, c'est un peu la réponse parce que notre Facebook, on a de la misère. Parce que c'est un 5 à 8 qui va de notre contenu. Si votre Facebook fonctionne bien, oui, vous pouvez aller chercher des courriels de plus qui sont là. Comme ça, vous êtes sûr de les garder si en ce moment ça va bien. Parce que malheureusement, du côté de Facebook, ben, ça dépend comment Mark Zuckerberg en haut file. Puis selon les modifications d'algorithme, fait que des fois ça va bien, des fois il y a plus de monde, des fois il y a moins de monde. Puis, tu sais, Facebook a faim, ils veulent qu'on fasse de la pub. Fait que moi, à ce moment-là, si ça va bien, en ce moment, j'en profiterai pour aller récupérer le plus de courriels possible pour que si du jour au lendemain, il n'y a plus rien, bien que vous puissiez en avoir accès. Parce que la réalité aussi, c'est que la liste de courriels vous appartient pour toujours. Facebook, Instagram peuvent fermer le matin, vous avez toujours votre liste de courriels. Ça a beaucoup de valeur, ça. Gabriel, Lynn qui dit Cyber Impact sont très gentils pour nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, ils ont un super de bon service clientèle. J'ai eu que des bons mots, moi, de la part de leur entreprise. Mélanie, est-ce que c'est mieux plusieurs petites infolettes plutôt qu'une seule plus longue? Ça, il faudra le tester. Personnellement, c'est moi, c'est Maud qui parle. Moi, j'aime pas les longues infolettes. Puis vous le savez, vous me voyez aller, moi, il faut que ça aille vite, parce que go, go, go. Fait que moi, si tu me parles pendant trop longtemps, j'aime pas ça. Donc, moi, ça serait à tester selon la clientèle. Puis voir si une courte, qu'est-ce que ça donne comme taux d'ouverture, taux de clic, versus une longue, taux d'ouverture, taux de clic, pour voir la différence. Que les gens ont préféré une longue infolette ou une courte infolette. Moi, je la testerais. Donc, par exemple, je sais pas moi, un mois, on envoie des longues, un mois, on envoie des courtes, puis on voit le résultat aussi. Ou encore, on divise notre audience en deux. Donc, on a une partie de nos abonnés qui va recevoir la longue, une partie que la courte en même temps, ce qu'on appelle des tests AB, pour voir quelle version va le mieux fonctionner. Marie-Joëlle, qu'est-ce que je pense? Est-ce que je connais Sendinblue de nom? Point. Fait que malheureusement, je ne peux pas juger. Ont-ils un bon opt-in comme Cyber Impact? Je ne le sais pas, malheureusement. Il y en a vraiment beaucoup des logiciels de courriel, donc c'est peut-être de vérifier dans les. Tu vois un onglet Feature. Habituellement, c'est écrit. Voilà, je pense que ça fait vraiment le tour des questions de ce côté-là. Même chose ici. Parfait. Donc, je remercie encore une fois le Conseil québécois du commerce de détail pour leur invitation ce matin. Merci énormément. Vous allez recevoir le lien vers le YouTube, des liens pertinents aussi que je dis que je vais vous envoyer. Merci à Allo Trois-Rivières et au gouvernement du Québec pour leur participation financière à l'atelier de ce matin. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir peut-être plus tard.